société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon début d'après-midi, bonjour Pierre. Madame Janine. Oui. Madame Janine. Il y a des débats. Pardon? Ah, là je voyais, vous frottez les mains entre... OK? Faut donner le numéro de téléphone. Oui, c'est vrai. Donne le numéro de téléphone. Je vais vous découper votre élan. Non, mais je suis particulièrement hilar cet après-midi. Bon, alors, 790-0224, 1-806-67-52-41, tribune libre, du vendredi. Pierre, allez-y. Dans votre lancée. Écoute, Janine. Je suis un centre d'intérêt pour la Commission libérale des libéraux du Québec, des libéraux fédéraux. Bon, une nouvelle affaire. C'est trop d'honneur pour une si petite personne. Que s'est-il encore passé? Ah non, je ne sais pas. Ça fait la première page du Soleil à Québec. Là, il y a quelqu'un qui s'est secoué le mât. Et, là, écoute, Guillaume Lepage puis moi, là, on est un souci. Nous sommes un chat. Nous sommes deux chats à fouetter. Donc, on vous a mis dans le même sac. Mais presque, ou je ne sais pas trop. En tout cas, selon, c'est sûr, ce sont des propos de journalistes, là. Mais ça fait... ça commence. Journalistes, Pierre, est-ce que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose hier? Parce que les journalistes, en fait, font de l'enquête ou bien rapportent des faits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de récent? Ben, c'est ça, là. Il y a eu du placotage à la Commission des libéraux fédéraux, là, section Québec, qui se tient à Montréal. Et là, écoute, pour se faire voir en première page de la une du Soleil à Québec, ils ont déterré Guillaume Lepage et Mayou. Et les libéraux fédéraux? Oui. Bon. Ah oui, puis ils disent des choses, en tout cas, ils seront interviewés, là, c'est pas moi à rapporter leurs propos, mais je trouve ça, c'est beaucoup d'attention, tu sais. Ah, là, ça me rend légèrement hilar. Est-ce que je pourrais vous dire quelque chose, Oui, Pierre? oui, donc. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à tout ça, très mais bien, il me semble bien. qu'il y a de gros dossiers. Oui. Okay? Puis on met des écrans là-dessus, en parlant, en faisant... en prenant votre cas, en le traînant pendant des mois, puis comprenez-vous? Non, non, ils ont raison. Ils ont raison. Oui. Non, ils ont raison, Janine, parce que, vois-tu, on me taxe d'avoir tenu des propos antiracistes et le multiculturalisme au Canada est définitivement un grand enjeu. D'ailleurs, regarde ce qui se passe en France. Alors, on me prend un peu comme tête de turc sur le dessus, sur le tas d'une problématique. Maintenant, je le répète, je ne suis pas raciste et je n'ai pas tenu de propos racistes. On en fera la preuve en temps et lieu, c'est pas grave, ça m'énerve pas, mais je trouve ça très intéressant d'être autant sujet d'attention. Ceci étant dit. Et Guillaume Lepage, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le même sac. Oui, ben là, dans l'article, on est dans le même sac. On est pas loin d'être dans la même poche. On s'est rendu votre ami. Oui. Et oui, Janine, et je te dis ceci, c'est que je n'ai aucun reproche à faire à Guillaume Lepage lors de mon passage à son émission. Alors, c'est vous qui étiez là. Hein, je n'ai aucun reproche à lui faire. Il m'a questionné sur une histoire, sur une entrevue que j'avais accordée à Paul Arcand le 30 septembre 2003. Oui. Ça faisait 2 ans. Oui, oui. Et il y a déjà eu une plainte sur cette déclaration-là, que j'ai répétée à l'émission Tout le monde en parle. C'est chose jugée. J'ai eu un blâme du CRTC, comprends-tu? Et Guillaume Lepage a simplement sorti ça. Maintenant, la question que je me pose, comment se fait-il qu'en mai 2005, quand le CRTC a dit « Mayou, il a tenu des propos racistes, puis on le blâme pour ça, puis il n'avait pas cité ses auteurs, puis comment se fait-il qu'à ce moment-là, ça n'a pas fait une histoire? » Parce que vous êtes allé à visage découvert pour parler de ça. En tout cas. Non, en tout cas oui. Janine, bon. Janine, un peu dans la même foulée. Il y a une petite histoire qui m'intéresse beaucoup. Le pasteur homophobe Ake Green est devant la Cour suprême de Suède. La Cour suprême de Suède a entamé hier le procès d'un pasteur pentecôtiste, Ake Green, accusé d'incitation à la haine contre les homosexuels après avoir comparé l'homosexualité au cancer. Oui. Il aurait dit, c'est un bonhomme de 63 ans, il a fait un petit sermon devant une cinquantaine de personnes sur une petite île, là, à Bornholm, sur l'île d'Åland. Et il aurait dit ceci, entre autres,
qu'il aurait traité l'homosexualité d'anormalité et de tumeur cancéreuse répandue dans tout le corps de la société. Là, il a été condamné. Écoute, il y a quelqu'un qui a dû porter plainte. Il a été condamné en première instance à 1 mois de prison pour propos homophobes. Est-ce que c'est là-dedans, Pierre, qu'on dit qu'il n'est pas allé plus loin que ce qui avait été écrit dans les livres sacrés? Dans la Bible, j'y arrivais exactement. Okay. Avant d'être relâché par la Cour d'appel, OK, la Cour d'appel de Suède a estimé que ses propos n'allaient pas plus loin que ce qui était dit dans la Bible elle-même. OK? Aïe. Alors, attends un peu. Mais là où ça devient intéressant, c'est la liberté d'expression. Et j'espère qu'on va nous tenir au courant de cette histoire-là en Suède, la décision de la Cour d'appel. Le bonhomme, écoute, il nourrit des idées envers l'homosexualité, n'est-ce pas? Oui. La question, a-t-il le droit de les dire? Si la Bible en parle et qu'il reprend les mêmes propos, si tu te dis où ça s'arrête, où ça commence, où ça finit... Même si la Bible n'en parle pas. Je comprends que de dire qu'écoute, on peut ne pas être d'accord avec les propos qu'il a tenus. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de le dire s'il le pense? Ou s'il n'a pas le droit? Je pense qu'on considère davantage les conséquences de paroles comme ça, Pierre. Tu sais, ça fomente, ça attise les haines pour des gens qui sont pas capables de partager de départager les choses. J'ai l'impression que c'est plus là que ça dérange. J'aime beaucoup ta réponse et c'est la réponse qu'on me sert le plus souvent. Ouais. Il faut pas le dire parce qu'il y a beaucoup de nonos dans la société puis ça va les attiser. Tu risques d'être mal interprété. Non, écoute, c'est très clair. Il dit l'homosexualité, c'est une tumeur cancéreuse répandue dans tout le corps de la société. Puis, OK? Oui, c'est la récupération. C'est ce qu'il pense, le bonhomme. Est-ce qu'il a le droit de le dire? Là, toi, tu dis, il n'a pas le droit. Parce que ça va inciter à la haine envers... Il n'y a pas le droit. Je dis pas qu'il n'y a pas le droit, Pierre. Je dis que là où ces gens-là se font coincer à un moment donné, où ils se retrouvent en cours puis tout ça, c'est sur les conséquences. Parce que dans le fond, on est dans des pays d'expression libre. Je pense que le point sensible, c'est après. Non, nous ne sommes pas dans... Écoute, c'est devant la Cour suprême de Suède. Nous ne sommes pas dans des pays libres. Je regrette, là. OK? Non, on va... Bon, donc on nous laisse croire que tout se dit, et finalement, Non, le bonhomme, le pire, écoute, il a le droit de délirer. C'est rien, il va plus loin. Il te dit qu'est-ce qu'il dit, le bonhomme? Il est drôle. C'est un honneur que le Seigneur m'ait choisi pour présenter nos points de vue devant 3 cours suédoises de justice, a-t-il lancé. Il a même affirmé que s'il était condamné, il préférerait faire de la prison plutôt que d'être obligé à effectuer des travaux d'intérêt général. C'est trop forçant. Et il n'y a aucun regret pour ses propos. Albert, écoute, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il croit. Maintenant, a-t-il le droit de le dire? Toi, tu dis, ben non, il n'y a pas le droit. Non, je dis pas qu'il n'y a pas le droit, Pierre. Je pense qu'on ne pourrait pas l'attaquer là-dessus. Mais c'est les conséquences qu'on craint pour le traîner en cours. Ben oui, c'est les conséquences. Écoute, la société, okay. La structure névrotique de nos sociétés supposément civilisées commence à m'étirer le pompon. Oui. Mais non, oui, mais tout à coup, qu'il y aurait un esprit faible qui prendrait ce propos-là pour aller dire à un homosexuel, t'es un pas fin. Ah bon. C'est cette attitude maternante de nos sociétés supposément libres. Mais c'est aussi par les pertes, un cancer, une anomalie, etc. On reconnaît que l'homosexualité, au point de départ, les propos sont insignifiants. On peut ne pas être d'accord. En plus, c'est niaiseux. Là, c'est carrément niaiseux, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je le prends comme exemple. C'est des propos niaiseux. Le gars, y a-tu le droit de dire dans son sermon, publiquement, des propos niaiseux? Des propos niaiseux qui se disent partout, de toute manière. Ah, pardon? Il y a des propos niaiseux qui se disent partout. Ah bon? Alors, Pépé aurait dit, devant 50 personnes, des propos qui se tiennent allègrement et joliment dans toutes sortes de circonstances. Mais si tu tiens des propos qui attisent la haine, Pierre, c'est arrivé en Allemagne, où tu soulèves, tu te sers d'un contexte politique, d'un contexte financier, d'un contexte où il y a des difficultés financières au niveau d'une nation, pour attiser, pour manipuler. C'est sûr qu'il y a toujours un danger. C'est sûr qu'il y a toujours un danger de récupération de propos comme ça. Janine, j'ai de la misère à te suivre. Je t'entends,
Et là, il y a, bon an, mal an, au Québec, il y a 800 morts par année sur les routes du Québec, les accidents d'auto. 800 morts. Puis là, tu vas venir me faire broyer sur la possibilité que quelqu'un, Je comprends pas. Le rapport avec la haine, là. Oui, mais lors de la dernière guerre, tu sais, il y a eu toute une histoire entre les Allemands et les Juifs. Puis là, écoute, là. Pardon? Moi, là, toute cette histoire-là m'apparaît, là. Enfin. Laissez pas. Et c'est la question. Alors, le bonhomme, Hank Green, y a-tu le droit de dire ses niaiseries ouvertement ou s'il n'y a pas le droit? Et là, il va falloir, si vous me dites qu'il n'y a pas le droit, là, vous allez me faire la liste des choses que moi, j'ai pas le droit de dire. Oh non. Vous allez me la faire, parce que là, je commence à en avoir plein l'orifice. Je commence à en avoir plein l'orifice anal, de me dire, oui, mais ça, Maillot, t'as pas le droit. Une fois que je l'ai dit, faites-moi la liste avant. OK? Les crosseurs, les éthiciens, les bloqueux, les plaignants, toute cette race-là, les bien-pensants, les intellos, faites-moi la liste des choses que je ne dois pas dire. Faites-moi là avant, par exemple, mes maudits. Parce que là, vous traitez de crosseurs dans le dos, là. Mais peut-être que c'est pas la bonne personne. Après, votre liste. Peut-être que c'est pas la bonne personne qui le demande. Mais là, il n'aurait pas dû dire ça. Hey! Faites-la donc, votre liste, les crosseurs. Amenez-moi là. Un courriel ici, là. Oui, allons-y. Alors, je me tais parce que non, mais je commence à m'enflammer. J'ai commencé sur une note hilarante et mon hilarité s'est envolée. Oui. Les crosseurs méritent. Alors, il y a le courriel, si jamais il y a des gens qui veulent vous envoyer des informations. Allons-y. Bon. Et puis un courriel aussi, Pierre, par rapport à hier, l'émission qu'on a faite très, très rapidement. Oui. C'est une jeune femme qui nous écrit. Elle dit évidemment qu'il est très difficile d'avouer à sa mère que l'on a agi avec irresponsabilité et que l'on est tombé enceinte à 16 ans. Mais c'est une preuve qu'on ne peut vivre seul. Correct? Elle dit, je l'ai dit à ma mère. Elle m'a accompagnée sans me faire vivre aucune culpabilité. Par contre, je ne l'ai pas dit à mon père par peur de sa réaction. Et j'ai appris cette année, ça fait 4 ans de ça, là, elle a 20 ans aujourd'hui, j'ai appris cette année qu'il avait lui-même mis une fille de 17 ans enceinte qui s'est fait avorter. Il est normal, au fond, de vivre ce genre de choses à 16 ans, pas à 45 ans, mais lui avoir dit, à l'époque, il aurait probablement compris. Aujourd'hui, elle dit, il aurait probablement compris, il a vécu la même chose, mais du côté masculin. Voyez-vous? Janine. Je trouve que c'est un courriel assez éloquent. Est-ce que je t'ai déjà conté que quand j'étais résident en psychiatrie au Montreal General Hospital à Montréal, première année, j'ai évalué une dame qui voulait se faire avorter, elle avait 4-5 enfants, son conjoint était député au fédéral. Oui. Et je devais l'évaluer, elle voulait se faire avorter parce que c'était une condition. Il fallait avoir un examen psychiatrique avant de subir un avortement. Oui. Et son conjoint était un député fédéral et il était contre l'avortement. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'a jamais été... Non. Est-ce que ça demandait la signature du conjoint? Non. Janine, elle est venue se faire avorter avec l'assentiment de son conjoint. Mais officiellement, le discours, il était contre l'avortement. Officiellement, Bon, je dois dire que je ferais de longue date avec l'hypocrisie. Je comprends. Ça j'avoue que c'est magistral. Tu sais, t'es un petit cul, tu commences ta résidence en psychiatrie, puis elle m'avoue ça candidement. Elle dit, mais ouvertement, il est contre. Mais elle dit, là, écoute, nous autres, on a assez d'enfants. Elle dit, moi, je veux pouvoir le suivre à Ottawa, puis tout ça. Alors, les deux côtés de la médaille, toujours. Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On accueille tout de suite Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Madame Ross, bonjour Doc. Oui, bonjour Mathieu. Félicitations en passant pour le reportage à Canal D. Vous avez une belle famille. Tout le monde, votre mère apparaît très bien, très articulée, votre fille, votre fils, votre sœur. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien. Fait que je tenais à vous le mentionner. Oui, la famille a beaucoup plus d'allure que le type. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais la famille a effectivement... Non, je fais un petit peu d'autodérision à l'occasion. On fait ce qu'on appelle du damage control. Puis, Madame Ross, vous paraissez bien aussi. Merci, Mathieu. Bon. Deuxième chose, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, vous avez dit cette semaine un jeune de 21 ans qui fournique avec une petite de 14 ans, c'est un pédophile. Oui. OK? Oui. Bon. Là, moi... j'ai déjà entendu de vous dans le passé que c'est des hommes qui sont avec des prépubères qui sont des pédophiles. Oui.
Moi, je suis dans le contexte suivant. Je suis le voisin d'un jeune de 21 ans Oui. qui a de l'air d'un enfant de 14 ans, puis qui sort avec une fille de 14 ans qui a l'air d'une fille de 20 ans. Ouais. Je les regarde aller en couple, puis j'ai pas l'impression qu'il est pédophile pantoute. Il l'est. Fait que c'est pour ça que je m'interrogeais là, sur la question. Là. Non, il l'est. Mais la notion que Alors- Mathieu apporte, Pierre, l'histoire du poil, Non, qui... écoutez, la définition officielle dans le DSM-4, dans la classification des psychiatres, c'est 14 ans et moins. OK, mais si... Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, Mais si elle est comprenez-vous. pubère à 14 ans, si elle n'est pas menstruée, Ah, non, c'est peu pubère, importe, peu là. importe. Écoutez, Ils font pas la distinction. c'est que dans la situation que vous décrivez, là, Ouais. c'est une petite fille a beau avoir ses règles, a beau être menstruée, puis avoir un peu de poil à 14 ans, entre les deux oreilles, là, elle a 14 ans. C'est une Ouais, enfant. et je vous l'amène, Dr Mayou, là, Oui. dans votre cabinet, puis je vous la fais passer pour 19 ans. Oui, Demain Mathieu, matin. je ne vous parle pas de l'apparence, je vous parle de la substance, le niveau de maturité entre les deux oreilles. OK, fait que c'est à ce niveau-là qu'il se trouve être pédophile, dans le Oui, fond. Là. ouais. OK. Bon, si je peux rentrer dans le vif de mon sujet. Allez-y. Moi, Dr Mayou, vous vous reprochez souvent au père d'amener les petites dans le lit, puis tout ça. Puis Oui. je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi, j'ai une de mes amies, là, Oui. OK, elle fait ça avec son jeune de 2 ans. OK? Ouais. Comme petit garçon. Oui. Oui. Dr Mayou, c'est épouvantable. Des becs à la bouche, c'est juste, ça le freine pas, cet enfant-là. Oui, c'est malsain. Puis, il dort dans le lit, puis elle dort... Ouais. Jusqu'à quel âge qu'elle va le garder dans le lit collé contre... Tu sais, je le sais pas, mais c'est ça qu'est la question. C'est une très mauvaise habitude. Et l'histoire de l'embrasser sur la bouche, ça n'a pas sa place, mais pas du tout. Ce n'est pas dans l'intérêt du petit gars de se faire embrasser sur la bouche par sa mère. Ben c'est ça, dans le sens que vous dites, elle est en train de le castrer, si Oui. vous voulez. Elle est en train d'en faire son petit mari. Oui, parce que je vous dis, là, Pour l'enfant... pas qu'il aille voir d'autres femmes, elle va le castrer psychologiquement. Est-ce que, si c'est votre sentiment, c'est Pierre, quelqu'un qui n'écouterait pas l'émission et qui se sent mal à l'aise par rapport à une relation, comme Mathieu observe, si tu le dis... Ben, j'ai commencé à en parler Oui. un peu, là. Ah, dites-lui carrément. Ouais, mais j'étais un crise de fou, là, parce que j'écoute... Est-ce que c'est ce qu'elle vous a dit? elle m'a dit que j'étais un capoté comme celui-là, comme le psychiatre qui est à radio. Oh. J'avais le même discours que vous. Bah. Mais je vous dis, Vous hey, savez- Dr Mayou, Oui. elle prend sa douche avec, le flot, là, il a carrément le nez dans la touffe parce que ça n'a pas de bon sens. Je vous le dis, Oui. c'est épouvantable. Oui. C'est en plein ça. Puis quand vous dites ça, là, j'observe Elle lui fait carrément respirer les phéromones du pubis, de la vulve. c'est à peu près ça. C'est aberrant. Écoutez, puis ça se prétend civilisé, ces macabées-là. Oui, mais oublie. J'ai honte de faire partie de cette tribu-là. Moi, là, j'ai 30 ans depuis 10 ans que je vous écoute, OK? Puis je me suis rendu compte que dans le monde dans lequel on est, là, c'est un gros laboratoire. Oui. Et puis moi, là, j'observe dans le laboratoire en vous écoutant, là, puis regardez, c'est épouvantable des fois le constat que je peux observer, parce que ces choses-là, si je vous écoutais pas, là, je pourrais pas voir ça. Quel genre de psychisme peut avoir, d'apparatus psychique, peut avoir une femme adulte dans la douche avec son petit pet de 2 ans, le nez dans sa touffe? Je sais pas. Écoutez, Est-ce qu'elle a un conjoint, cette femme-là? Bon, ça rentre, ça sort. c'est bien sûr qu'elle n'a pas. Ça rentre, Elle va ça sort. utiliser le petit Oui. garçon, Oui. puis elle va le châtrer psychologiquement, puis elle va l'incestuer psychologiquement comme ça se peut pas. Puis il faut qu'il se tienne tranquille. Puis c'est toute l'histoire quand vous dites le masculin est réprimé au Québec. Ben vous avez raison, parce qu'il y a tellement de situations que je vois là. Tu sais, je veux dire, avant de faire un féminisé, OK? Donnez des exemples. Qu'avez-vous observé? Bon, ben le petit gars il court, OK, bon. Puis il s'énerve un peu. Oui. OK, il veut jouer. Il n'y a pas d'homme dans sa vie. Quand il voit un homme arriver, il veut jouer avec, Oui. il veut se chamailler un peu. Oh, fais pas ça, tu vas faire tomber ça. Fais attention, mon amour, tu sais, mon amour, mon prince. Ouais. Puis il fait pas fais attention, puis je veux dire, le petit gars, là, il est habillé, là, les pantalons chics sur le dos, puis il faut pas qu'il y ait une tache de... C'est ça, il peut pas les salir, Alors, là. cours pas, salis-toi pas, pas de tâche. C'est ça, fais du ménage. Le Flo, il a 2 ans, puis il fait du ménage. Tu sais, c'est hallucinant de voir ça. Puis, moi, les émissions me passent dans la tête. Tout le temps, je regarde ça, puis je dis, si Dr Mayou était là, il me dirait, il est castré. Il y a 2 ans, pauvre petit pit. Non, elle prépare sa sauce que Jeannette. Oui, mais quand tu es moins de ça, et vous allez devenir
un ennemi pour elle? Elle va finir par vous sortir de sa vie? Ouais. Non, je Non? pense pas, parce que Comme moi, ami? je suis un ami, mais elle me prend pas vraiment au sérieux. Dans le sens que, Dr Mayou, pour plusieurs femmes au Québec, c'est un fou. C'est normal parce qu'il dit les vraies choses. Mais moi, je vous écoute, je vous aime bien, puis je suis d'accord avec ce que vous dites, puis même, moi, j'ai des affaires de travers aussi, puis écoutez, je m'en aperçois qu'il y a du monde autour de moi qui ont des affaires de travers, puis ils s'en aperçoivent grâce à votre émission aussi. Oui. Ça nous allume des lumières. Mais quand on le dit, ça, fais attention, tu vas en faire un féminisé, puis là, tout le monde aime ça, des hommes roses. Voilà les réponses qu'on a. Ça, c'est la réponse. Alors, comment tu fais pour changer les choses? Bon, on fait rien, il n'y a plus rien à faire, c'est une cause désespérée dans ce cas-là. Moi, j'ai fait ma job, j'y ai dit, c'est pas ma conjointe, puis jamais que je m'en coquinerai avec une femme de même. Ouais. Mais, si, dans quelques années, le petit garçon n'a pas encore de père, ou une présence masculine régulière, puis vous allez le chercher pour vous l'amener faire des activités de gars, parce que vous êtes amis, est-ce que ça peut à ce moment-là? Tu passes par la bande, Pierre? Non, il ne faut pas là, négliger. vous dites tous les deux que c'est final, écoutez, l'incident de la douche est un déterminant extrêmement puissant. Parce que je ne blague pas, quand elle met sa plotte, là, sa plotte poilue devant la face du petit garçon, Elle n'est pas poilue. il respire. Elle est rasée? Oui, oui. Elle a une plotte pareille. Vous avez une relation d'amitié qui va un petit peu plus loin. Non, parce que non, c'est pas ça, mais c'est parce qu'elle me l'a. On se l'est déjà dit dans une discussion avec un verre de vin, on avait déjà placoté de ça en groupe, là. Okay. Mais c'est pas. Alors même si elle se rase le pubis et la plotte, là, c'est qu'il en demeure pas moins qu'il y a une émission de phéromones. Et ça, quand elle promène le petit garçon devant ça, là, dans la douche, là. Petit garçon, vous pouvez être sûr que ça va avoir un effet inhibant extrêmement puissant sur le développement de sa sexualité. L'olfaction, l'odorat, le nez jouent un rôle important dans le choix des partenaires. Mathieu, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, bon après-midi. Bye à vous. Ne manquez pas la grande vente à... Tribune libre du vendredi et on parle à Georges. Bonjour Georges. Oui, bonjour Janine, bonjour docteur. Oui, bonjour Georges. Je vous appelle concernant ma fille de 13 ans. Oui. OK. Ma femme voulait vous l'appeler, mais elle est un peu gênée, fait que j'ai pris le téléphone. Okay. C'est qu'à l'école, elle est en secondaire 2. Oui. OK. Et elle est présentement en mathématiques enrichies et en sciences enrichies. Et elle a beaucoup de difficultés à se concentrer. Elle dessine ou dessine sur sa main. Et puis, elle prend pas attention vraiment à qu'est-ce qui se passe en avant. Plus ou moins. Donc, ces notes ont commencé à descendre. Pourtant, c'est une fille que je vois c'est une fille intelligente, qui est en enrichie l'an passé. Quand elle était au régulier, elle avait plus ou moins ce problème-là, mais vu qu'elle avait de la facilité, donc ça paraissait moins. Et puis elle a des tics, c'est-à-dire chaque fois qu'elle est assise ou qu'elle fait quelque chose, elle bouge ses pieds, ses mains. Toujours, on dirait qu'elle est comme stressée, là, comme toujours en train de bouger de quoi, là, sur d'elle, son pied, ses mains. Fait que ma question est la suivante, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que moi j'avais le même problème quand j'étais jeune. Je portais pas beaucoup attention. Qu'est-ce qu'elle fait comme exercice physique? Comme activité physique? Pas d'activité physique à part l'éducation physique, là. Ben non, ça n'a pas de bon sens. OK. Il faudrait qu'elle grouille son petit derrière. Et voir avec de l'exercice physique qu'elle aime faire, quel serait l'effet de ça sur son calme en classe. OK. Il se pourrait que votre fille ait un problème qu'on voit souvent chez les garçons. Beaucoup d'énergie. OK. Ouais. Nous avions discuté justement à propos, je dis si on pourrait le mettre à un sport. Non, regardez, Georges, j'avais une mauvaise attitude. Arrêtez de la mettre dans des sports. Demandez-lui si elle est intéressée à pratiquer certaines activités. OK. S'il y a une négation de sa part? Non, si y a une négation, ça me surprendrait, là. OK. Ça me surprendrait. Il y a sûrement des choses qui l'intéressent. En dehors de l'apprentissage. OK.
Vous savez, il y a déjà quelqu'un, là, il y a un illuminé qui a dit à un moment donné, un esprit saint dans un corps saint. Ouais. Et une petite fille de 13 ans qui ne fait aucune activité physique ne peut pas avoir un corps sain. OK. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Fait qu'on commence par les choses simples, puis après 6 mois, ben, vous nous rappelez. Et c'est important qu'elle choisisse ses activités physiques. Bien sûr. Okay. Bye, Georges. Rappelez-nous dans 6 mois. OK, merci beaucoup, docteur. Bye, Janine. Bonjour, Georges. Une chose tellement élémentaire. Mais on n'y pense pas, Pierre. On valorise beaucoup l'apprentissage intellectuel, tout ce qui se passe dans la tête. Puis c'est vrai, à quoi on aurait pensé en premier? Moi, je mettrais au défi de tous les auditeurs et auditrices qui écoutaient la présentation de Georges, on la met au talent. Je mettrais ma main au feu. Alors que c'est ça. Même pour les filles, il y a des filles qui ont beaucoup d'énergie, puis il faut que ça sorte. Oui. Oui, pour pouvoir performer intellectuellement. C'est ça. Sinon, ça leur donne une espèce de fébrilité là, agaçante. Oui. On commence par les choses simples. Hein? On parle à Jean-Sébastien. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour. Oui, bonjour, Jean-Sébastien. Vous allez bien? On vous écoute. Ah, merci. C'est sujet libre aujourd'hui. Donc, j'avais une question. Oui. Ça rapporte aux parents. Mm-hmm. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on a besoin de nos parents dans notre vie pour être heureux? Parce que je pense qu'au Québec, on a peut-être cette notion-là qu'on a besoin de nos parents pour être heureux. Je vous pose la question. Circonscrivez-la. Est-ce qu'un bébé a besoin de ses parents pour être heureux? Oui. Ah oui? Pas nécessairement de ses parents, mais il a besoin de quelqu'un pour en prendre soin. Ah oui? Oui, je pense que oui. Jusqu'à quel âge? Racontez-nous ça. Jusqu'à quel âge? Oui. Jusqu'à quel âge qu'un bébé, un petit être humain, a besoin de ses parents pour être heureux? Je penserais peut-être 8 ans, 7 ans. Ah oui? Je sais pas, je dis ça comme ça. De votre expérience, Jean-Sébastien. Oui. Mon Si expérience. vous partez de votre expérience pour répondre à la question de Pierre. Je dirais. C'est dur à dire, hein. Je pense que ça dépend de chaque personne, mais si je parle de moi. C'est difficile à dire, parce que moi, mes parents sont divorcés quand j'avais 9 ans, donc c'est pas. C'est dur à décrire. Vous en avez eu quand même? Puis Oui. jusqu'à quand vous en avez eu besoin pour être heureux? Ah. Moi, je dirais. Je pense que je dirais peut-être jusqu'à 12 ans. Parce qu'à partir de l'adolescence, on devient un petit peu plus. On a le goût de peut-être plus découvrir la vie. Alors, à l'adolescence, à 12 ans, on n'a plus besoin de nos parents pour être heureux. Je pense pas. Plus ou moins. On a besoin d'un support, je pense. Ah bon? Un support. Pas un support, peut-être d'une oreille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est ça que je dis ça. Mm-hmm. Donc ça peut être d'autres gens qui prennent la relève, qui sont dans notre entourage, qui vont nous permettre de se développer davantage, je pense. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je posais peut-être la question. Il y a des gens autour de vous à 12 ans qui vont prendre la relève pour vous aider à vous développer davantage. Ce serait le fun si c'était comme ça. Est-ce que c'est arrivé comme ça pour vous? Moi, j'étais quelqu'un de très solitaire, donc non, pas nécessairement. C'est peut-être pas passé comme ça. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup dessiner, donc j'étais pas mal dans ma bulle, donc j'étais pas extraverti comme les autres. Étiez-vous heureux? Non, pas à ce moment-là. Bon. Non. Vous avez quel âge, là? Là, j'ai 29 ans. 29 ans. En ce moment, je suis heureux, par exemple. Ah oui? Alors pourquoi cette question-là vous dérange? Pourquoi? Parce que j'ai fait un cheminement, puis je me posais la question. Parce que j'ai réglé quelque chose de gros aujourd'hui. C'est-à-dire? J'avais prêté des sous à mon père à l'âge de 17 ans. Mm-hmm. Parce qu'il était tombé malade, et puis il a fait un gros burn-out. Et puis... À 17 ans, vous lui avez prêté de l'argent? Oui. Que vous aviez pris où? Que j'ai ramassé moi-même. Quand on dans les gazons, des trucs comme ça. Vous lui aviez prêté combien à 17 ans? C'est entre 5 000 et 10 000. C'est 5 000. 5 000 $? Oui. Bon, je ne veux pas faire de chiffres, là, mais disons 5 000. Un prêt d'à peu près 5 000. Ouais. Vous avez coupé les gazons, vous, pour ramasser 5 000 $? Oui, mais c'est quand même assez entreprenant. Comme je vous disais, j'étais quand même dans ma bulle, donc j'étais
quand même assez... j'étais solitaire, donc j'avais un petit côté entrepreneur, ouais. OK. Les étés, vous travaillez là, à 13-14 ans, puis... Oui, puis j'aimais ça. Et votre père se foire, vous avez 17 ans, Oui. il vous a laissé tomber à 9 ans, puis vous lui prêtez 5000 pièces. Ben, à vrai dire, j'habitais avec lui. Ah oui, il vous a emmené? Oui. Ah oui? Oui. Puis là, il vous a sainé 5000 pièces. Ben, je l'ai prêté par générosité. Oui, presque. Il vous l'avait pas demandé? Ou il l'avait su? Ben, je sentais qu'elle avait besoin. Oh, oui. Je sentais qu'elle avait Il faisait besoin. sentir. Oui, alors, vous habitez avec, et il est arrivé quoi avec le 5000? Il ne l'a jamais redonné. Oh, non. Et puis, à 19 ans, ben, c'est ça, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai quitté la maison. Oui. Et ma soeur puis ma mère sont venues me chercher dans mon travail. Ils m'attendaient à la porte. J'étais vraiment surpris. Puis à partir de ce moment-là, j'étais vraiment nerveux. Je voulais pas nécessairement partir. Et puis la semaine qui a suivi, ma soeur est venue avec sa coloc. Et puis on était prendre un café. Et puis elle m'a mis la clé de l'appartement dans ma main. Puis elle m'a dit quand tu revenais, t'es le bienvenu. Puis à partir de ce soir-là, je suis jamais retourné chez mon père. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Ben j'ai parlé aujourd'hui, soit hier. Et puis ça faisait pas loin d'un an que j'avais pas parlé. Mm-hmm. Et puis j'en avais besoin pour prendre un gros recul de tout ça. Et puis je l'ai appelé, là, et puis j'ai tout simplement dit que pour moi, c'était important pour moi, c'est ce montant-là, parce que ça me permettait de partir de la maison puis avoir un bon coussin. Et puis au lieu de sortir avec mes amis, ben j'avais de l'argent, moi. Tu sais, puis j'étais autonome, puis ça me permettait de me sentir comme un homme, si on veut. D'avoir une autonomie, puis de savoir que je vais partir dans la vie avec un coussin, puis je partirai pas avec rien. Puis j'ai fait comprendre ça. J'ai fait comprendre ça aujourd'hui. Ça fait 10 ans là, que vous êtes parti de chez lui. Ah ouais, ça fait 10 ans. C'est quand même un bon moment. Puis la raison pourquoi j'ai arrêté d'y parler, c'est parce que quand je lui parlais, ça me faisait penser à ça. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé fort pour ça. J'ai travaillé extrêmement fort. Puis je pense pas que... Puis moi, je vous écoute, je trouve bien cool, que ce soit Love Story ou à tout le monde en parle. Je trouve que vous êtes vraiment ça. Ma mère vous écoute beaucoup. Des fois, elle va nous en parler, mais ce que j'essaie de dire, c'est que de la façon que moi je le vois, c'est que tu peux pas faire ça à un enfant. Que moi, mon enfant, je veux dire, j'en veux pas de son argent. C'est son argent à lui, il l'a ramassé. Caroline. Mais le vôtre? Ben, Mais pourquoi à 19 ans vous êtes parti de chez votre père? Qu'est-ce qui est arrivé? Votre sœur est venue vous chercher, votre mère? Pourquoi? Ben, c'est une longue histoire. Ben, c'est ma mère qui est partie quand j'avais 8 ans. Elle a quitté le domicile. À ce moment-là, mon père filait pas du tout. Il était... je ne veux pas parler de son enfance, quoi que ce soit. Je pense que vous aimez les réponses directes. Il était contrôlant. Wow. Votre père était contrôlant. Oui. Et Jean-Sébastien, Oui. qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, j'ai mis les points sur les i, les barres sur les t. C'est-à-dire? Moi, j'ai dit exactement comment je me sentais. Que j'étais un homme, puis que pour moi, ça a été important pour moi de avoir cet argent-là, Caroline. Oui. C'est tout simplement ça. Alors, êtes-vous en train de dire qu'hier, vous avez réclamé votre 5000 à votre père? Oui. OK. J'ai réclamé le 5000. Puis là, il est encore burnouté, là, ou s'il fonctionne? Non, il fonctionne. Ça, j'avoue, Doc, il a travaillé fort sur lui. Mais non. C'est pas ça ma question, là. Je vais répéter la question. Mais non. Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il a un job? Est-ce qu'il travaille? Oui, il travaille. Il va-tu vous rembourser? Est-ce qu'il vous a fait un chèque? Il va me rembourser à une date qu'il m'a donnée, là. Ouais? Oui. Il va vous rembourser. Il m'a donné une date. Dans 10 ans? L'année prochaine. Il rappelait l'année prochaine, Jean-Sébastien, moi, c'est vrai. Après de Vous savez, 11 ans. l'inversion de rôle, ça existe aussi pour les garçons. Hein? Pour le garçon. Ah oui, il y a eu une inversion de rôle. C'est vous qui vous êtes occupé de votre père. À 19 ans, à 17 ans, alors que c'est lui qui aurait dû s'occuper de vous. Il y en a en masse comme ça, des parents au Québec incompétents. Bye, Jean-Sébastien. Libre du vendredi, on parle à Miguel. Bonjour, Miguel. Bonjour, c'est Miguel. C'est Miguel. Non, Bon. Il n'y a pas de problème. Tu m'excuses. Écoutez, je voudrais premièrement vous remercier tous les deux de me donner le privilège de pouvoir m'exprimer sur les ondes. Je trouve que c'est un exercice très intéressant dans notre société qui devrait peut-être
être plus exercé. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer que de pouvoir donner notre opinion sur un large public. Je l'apprécie. Je voudrais surtout m'adresser au docteur Mailloux. Vous avez parlé tout à l'heure du pasteur suédois. Je voudrais un peu parler là, de ce que vous avez parlé par rapport à l'homosexualité, la liberté d'expression et tout ça. Moi, là, je vais vous mettre tout de suite la carte sur la table. Vous m'entendez toujours? Oui. Bon, moi, je suis chrétien. Je suis très croyant. Je suis très engagé dans une petite église de Montréal. Ce que le pasteur a dit, c'est vrai. C'est vrai en ce sens que, en tant que chrétien, on est supposé véhiculer le message biblique. Et c'est vrai que dans le message biblique, l'homosexualité, c'est un acte dénaturé. OK. Ce n'est pas un acte naturel. C'est très vrai ce qu'il a dit, le pasteur. Bon, et ceux qui ne croient pas à la Bible peuvent confronter cette idée-là. Bon, c'est libre à chacun de penser. On peut ne pas être d'accord, mais exactement, la question, a-t-il le droit de le dire? Oui, exactement. Dans une société qui se prétend libre. Tout à fait. Est-ce que vous avez le droit de dire ça sans vous faire foutre en prison? Attends, ben, sauf qu'il y a un bémol à ajouter. Oui. Moi, en tant que croyant, en tant que j'ai foi en la Bible, c'est vrai que la Bible dit que l'homosexualité est un acte dénaturé. Sauf que ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il y a une différence entre ce que l'individu est et ce qu'il fait. Moi, par exemple, je vais avoir beaucoup de compassion pour un homosexuel. Je n'en aurai pas pour l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Pour l'être humain. Il y a une différence fondamentale. Elle est très, très, très importante. Parce que l'homosexualité, en ce sens que c'est un acte dénaturé, c'est une abomination devant Dieu, bon, d'accord. Mais l'être humain, en tant que tel, Dieu l'aime. Il a compassion de lui. Donc, donc c'est quand on dit qu'on est contre l'homosexualité, quand on dit que c'est un acte dénaturé, je ne fais pas de la propagande contre la haine pour l'homosexuel, contre les homosexuels. C'est pas ça que je fais. Au contraire, j'ai beaucoup de compassion pour eux parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent. En ce sens que puis le pasteur s'est clairement dit, Green a comparé l'homosexualité au cancer. Ben, mais y a-tu le droit d'avoir sa pensée propre, son opinion de l'homosexualité et de le dire? Mais Pierre, il n'a pas attaqué personne, le bonhomme, là. Mais ça vient contredire des données scientifiques, Pierre. Non, ou sur le point de... Comment vous dites ça? Ça contredit des données scientifiques? Bon, on parle de quelles données scientifiques? De plus en plus, on s'en va. Mais Pierre, c'est ce que vous mentionniez. Oui, mais regardez, un débat à la fois. L'homosexualité, tu ne choisis pas. Mais non, Pierre, attendez. Écoutez, c'est pas ça que la Bible dit. Non, Miguel, je comprends très bien, Janine. Oui. Il ne débat pas. Écoute, le bonhomme, il a raison. Miguel introduit un fait. Le pasteur suédois n'a pas attaqué personne, il a attaqué l'homosexualité. A-t-il le droit d'attaquer, même à tort, l'homosexualité? Même à tort, OK. Oui, même à tort. On exclut la science d'abord à ce moment-là. OK, oui. Allez-y, Miguel. Vous avez raison de faire la belle nuance. Attaquer l'homosexualité et attaquer une personne qui est homosexuelle. Oui, ben, c'est en ce sens-là. Il y a souvent des gens, par exemple, dans la droite américaine qui vont prendre l'homosexualité, vont s'élever à la fois contre l'homosexualité et contre l'homosexuel en même temps. Contre un individu identifié. Il va y avoir de la haine à la fois contre le geste et contre l'individu. Oui, mais attendez un peu, troisième étape, individu identifié. Exactement. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'un individu fait et ce qu'il est. Oui. Et c'est à ce point-là que je pense qu'il y avait un point à établir que quand moi, par exemple, je dis que l'homosexualité, et que la Bible dit que c'est un acte dénaturé, que c'est une abomination, eh bien, qu'est-ce que c'est qui est dénaturé? Non, mais c'est ça, Miguel, qu'est-ce qui est dénaturé? C'est c'est l'homosexualité qui est dénaturée. La meilleure preuve pour moi de ce que la Bible avance, c'est que l'homosexualité, premièrement, eh bien, faire l'amour, ça sert à quoi? Deux choses. Avoir du plaisir et la procréation. Ouais. Vous parlez d'actes sexuels à ce moment-là? Ben, on parle d'homosexualité. Non, mais quelqu'un qui est homosexuel, il est comme ça. Alors, c'est ça quand vous dites... Non, ben, je suis pas d'accord avec ça. En ce sens que la Bible, ce qu'elle dit, c'est que l'individu fait un choix. C'est un choix qu'il fait d'être homosexuel. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Ils ont le droit. Mais moi, j'ai le droit d'affirmer aussi que l'homosexualité, ce n'est pas on n'est pas homosexuel. Avez-vous remarqué, Miguel, avez-vous remarqué que je ne vous interromps pas? Tout à fait, je l'apprécie beaucoup. Et savez-vous pourquoi je vous interromps pas? Oui, allez-y. Parce que vous avez le droit de penser et vous avez le droit de dire.
Tout à fait. Et Alors, ça, continuez. je l'apprécie. Même si je suis pas d'accord, Bon. vous avez, à notre tribune, vous avez le droit de le dire. Mais vous savez, M. Mailloux, souvent quand vous parlez de religion, vous parlez d'esprit critique et tout ça. Est-ce que vous avez remarqué que moi, je suis croyant et que j'ai un esprit critique seulement parce que le fait que je vous écoute pratiquement tous les vendredis après-midi pour me remettre en question. Et à chaque fois que vous remettez en question quelque chose par rapport à la religion, je trouve toujours une réponse. Okay. Et vous êtes un exercice simple pour moi, en ce sens-là, que vous me remettez en question et j'arrive toujours à trouver des réponses. Donc, je l'apprécie, j'apprécie votre ouverture d'esprit. OK, continuez. Mais vous savez, moi, c'est sûr que moi, je suis Alors, je vais me battre, avec ce que le pasteur je vais a me dit. battre pour que vous ayez le droit de dire ce que vous pensez de l'homosexualité, même si je suis pas d'accord. Ben, écoutez, ça vous fait honneur, M. Mailloux. Un gros merci. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bye, Miguel. Bonne fin de journée. Pierre, Oui. concernant l'homosexualité, Oui. c'est dans la perception, dans ce qui a été dit là tantôt, si un homosexuel n'a pas d'activité sexuelle, c'est correct. C'est ça que je voulais lui poser comme question avant qu'il s'en aille. Ouais, je sais pas. Ouais. Parce que ça semble toléré tant qu'ils ne s'expriment pas dans leur sexualité. L'être et les actions, parce que c'est ça, c'était pas clair, là, en tout cas. Tu sais, dans une société, lorsque tu défends aux citoyens de discuter de concepts, d'opiner sur des concepts, tu es dans une dictature. Tu es à Cuba. On n'est pas rendu là encore. On n'est pas loin. C'est- On n'est pas loin. En tout cas, on peut aller quand même assez loin. On Là, est... si on en... Non, je regrette. Non. sentez? Ah, écoute, prends mon expérience personnelle. Écoute, je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Voyons. Mais sur la place publique, Voyons. c'est une chose, Pierre, mais dans les contacts entre Voyons. personnes, je dois vous donner raison. Hey, C'est très le difficile. concept, Des va années. t'empiner sur la place publique sur le racisme. Tu vas voir combien de temps que tu vas faire avant de te faire garocher des roches. Puis c'est une société libre. Il y a des Hey. choses qui peuvent se dire sur la place publique, Pierre, et qui peuvent pas se dire dans l'intimité. Et Non. inversement, c'est fou. Il y a des choses ordinaires qu'on ne tolère pas en milieu de travail, dans les familles. À un moment donné, quelqu'un va faire fermer l'autre parce que c'est insupportable et pour toutes sortes de raisons. Mais oui, non. c'est vrai, vous avez raison. Alors, on parle à Oh Patrick. yes. Bonjour, Patrick. Bonjour à vous deux. Bonjour Patrick. Je vais juste faire une parenthèse, M. Mailloux, sur votre expérience personnelle, de tout le monde en parle. Si l'étude que vous avez citée aurait dit le contraire, que les Blancs étaient moins intelligents que les Noirs, ça aurait passé comme du beurre dans le poêle. Évidemment. Personne n'aurait rien dit, ça n'aurait pas été du racisme. Ben oui. Alors, Vous avez tout à fait raison. je trouve ça très paradoxal. D'ailleurs, on n'a jamais voulu l'entendre et on veut surtout pas faire venir l'auteur de l'article. Hein? Ben non. Hein? Non, c'est un Lisa Suzuki, c'est une sommité aux États-Unis. Ben oui. Ça coûterait peut-être quoi, 2000 $, 5000 $, à faire venir pour une conférence à Montréal, ouvert au public, ouvert à tout le monde, tous les médias. C'est ben trop. C'est plus facile de frapper le messager que d'écouter la messagère. Ouais. Bon, moi, je suis pas sûr que ça soit un problème, mais je vous appelle juste pour être sûr que c'est pas un problème. C'est que j'habite avec ma copine. Oui. Et puis elle a un garçon de 8 ans qui est Oui. pas de moi. Ça fait à peu près 5 ans et demi que comme je suis dans la vie du petit garçon. Oui. Et puis comme il est plus près de moi qu'il est près de sa mère. Oui. Et sa mère, ça l'inquiète beaucoup parce que, tu sais, comme son costume d'Halloween, il a voulu que ce soit moi qui le prépare avec lui. Quand il va, admettons, quand il y a de la misère à choisir, parce que des fois, il sait pas quoi mettre pour aller à l'école, il veut que ce soit moi. Ouais. Quand il sort du bain, il faut que ce soit moi. Ouais. Puis, c'est comme, elle est mal à l'aise avec ça parce que... Elle a raison. Parce qu'elle se dit, comment ça se fait qu'il est plus près de toi qu'il est près de moi? Quelle est sa réponse? Sa réponse à sa réponse qu'elle m'a fait, c'est parce que il avait besoin d'une figure paternelle qui avait... Non, il a besoin d'une figure maternelle. Vous le maternez mieux que sa propre mère. OK. Tous les gestes que vous avez décrits sont des gestes maternels. OK. Alors, cette mère-là est une mère bien ordinaire. Le petit garçon n'est pas bien avec le maternage de sa mère. Il n'est pas Ok. bien depuis la naissance. OK. Oups. Bon, vous attendiez pas à ça. Je m'attendais pas à ça Non, du hein? tout. Je me sentais pas comme la mère. Et quand on a les réponses toutes faites, on est sûr de ces réponses, on appelle surtout pas Mailloux. Oui, tout à fait. Je
m'attendais pas à ce Tu que es encore là, Patrick. Oui. Oui. Oui, je suis encore là. J'ai la couenne dure. Je m'attendais pas à me faire dire que je faisais le rôle de la mère. Le maternage. Et c'est pas dans le but de vous humilier. Ah, non. C'est qu'il y a des hommes qui ont des capacités maternantes plus grandes que d'autres hommes. C'est un très petit noyau, j'en conviens, mais ça existe. Et cet enfant-là, ce bambin-là, aime votre façon de le materner. Il le préfère au maternage de sa mère. OK. Demandez-moi pas, je vais vous faire une proposition. Oui. Vous observez les comportements de sa mère avec lui, informez-vous délicatement et rappelez-nous dans une couple de semaines un vendredi. OK. Ça m'intéresse au plus haut point. Et est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y fort. OK. Moi, ce que je croyais, c'est que, bon, par rapport au... Je trouve que sa mère, des fois, est trop maman gâteau. Là, tu sais, faut pas qu'il arrive rien. Non, elle est pas maman gâteau. C'est de l'hypocrisie féminine, ça. OK, parfait. Parce que quand on a emménagé ensemble, on a acheté une maison. Moi, j'ai commencé avec le petit gars à faire des activités sportives qu'il n'avait jamais fait. Tu sais, construire une patinoire, le faire jouer au hockey, le faire tirailler. Je suis un fan de lutte. Oui. On écoute la lutte ensemble. Il aime ça. Il veut se tirailler puis tout ça. Et c'est des trucs que sa mère, au début, quand je suis arrivé dans la relation, elle voulait pas que je fasse. Parce qu'elle voulait pas que son fils soit violent. Écoutez, elle est tout croche. OK. Elle est fuckée. Elle est vivre ensemble, c'est ça, Patrick? Oui, on habite ensemble. Elle est complètement fuckée par rapport au masculin. Elle est largement représentative d'un gros pourcentage de femmes au Québec. Puis pourrais-tu avoir une explication, Patrick? Est-ce que vous connaissez son parcours à elle? Ben, à part d'avoir eu une relation assez douteuse avec son ex, comme bon, elle a 30 ans, donc elle a eu l'enfant, le garçon à 22 ans, et puis l'ex est parti, puis l'enfant, il y avait 3 mois à peu près. Pendant la première année de leur séparation, le bébé, le petit gars, voyait son père à tous les mois. Puis à un moment donné, le père, il ça vient à voir. C'est qu'elle a une mauvaise qualité de maternage avec lui et il est beaucoup plus confortable, même dans le maternage, avec vous. Bye, Patrick. Observez, rappelez-nous, dans une couple de semaines, pour un suivi là-dessus, c'est très intéressant. Parfait. Bye. Parce que c'est important de devenir conscient. Beaucoup d'hommes croient que parce qu'ils interviennent auprès d'un bambin, ils le paternent. Oui. Non. Vous pouvez être un homme et intervenir auprès d'un bambin et le materner. Mais c'est bon. Et pour faire la distinction entre les deux, c'est par les activités. Oui, le type. Le type d'activité. Attitude, réaction, etc. Alors, t'as entendu par les exemples que Patrick nous a donnés, c'était des exemples simplement de maternage. Oui. C'est-à-dire de comportement dévolu envers un bambin, généralement assumé par une mère. Bon, puis dans un contexte où la mère a toujours été avec son fils, depuis l'âge de 3 mois, si Patrick, si elle avait été une bonne mère, là, en tout cas, si elle était capable de s'occuper de son enfant de façon adéquate, et qu'un homme était arrivé dans sa vie avec des activités masculines, elle l'aurait très bien toléré, elle aurait même encouragé ça. Oui. Si ça avait été dans un pattern sain, et l'enfant, le bambin de 5 ans, fait la différence dans ce qu'il doit, dans ce qu'il est dans son intérêt de demander à sa mère et demander au nouveau conjoint. Et la mère n'a pas de réaction à ce moment-là. Non. C'est normal. Parce que l'enfant, spontanément, dépendamment de ses besoins, il s'oriente vers la figure la plus gratifiante pour ce besoin-là. Bien. Les enfants sont pas stupides. Écoute, même les animaux font ça. Alors, on parle à Jean. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Madame Bonjour, Ross, Dr Mayou, mes salutations. Monsieur Jean. J'écoute votre émission sporadiquement là, depuis plusieurs années. Oui. Je sais que vous aimez qu'on commence par la fin, habituellement. Là, oui. Je vais essayer d'être concis dans mes propos. Mais ça prend quand même un certain préambule. J'ai 55 ans. Oui. Je suis en couple je suis marié et encore en couple depuis 34 ans. Oui. Garçon de 27, garçon de 29 et fille de 31 qui s'en va sur 32. Les propos sont sur ma fille qui est une femme, là, oui. Qui est anorexique. Et que depuis l'âge de 11 ans, qu'on le sait, qu'on le réalise, qu'on a fait des gestes et des démarches. On s'en est rendu compte, je dirais qu'elle avait à peu près l'âge de 11 ans, au début de son secondaire. Là, on a été à Sainte-Justine rencontrer un spécialiste pendant X semaines, une fois par semaine. Oui. Il y a eu une certaine évolution. Ensuite de ça, il y a un certain laps de temps qui s'est passé. Regardez, Jean, là, elle a 32 ans. Oui. Elle pèse combien actuellement? Elle pèse 83 livres, puis mesure 5 pieds 3. Ouais, non, c'est pas vrai.
La thérapie de Sainte-Justine n'a pas été un gros succès? Non, mais là, on remonte, là, elle s'en va sur 32. Est-ce qu'elle vit encore avec vous, Jean? Non, mes enfants sont partis de la maison, elle est autonome, elle est universitaire, elle a un bac en enseignement, elle enseigne. Elle a 136 de quotient intellectuel. Oh oui, le problème n'est pas là. Non. Mais malgré toutes les démarches, puis suite à Sainte-Justine, là, quelques années plus tard, c'était Douglas pour thérapie de groupe. Tous les quotients usuels. Exactement. Là, elle a rencontré un conjoint. Oui. Elle vit avec lui, là, conjoint de fait, depuis environ 5 ans. Oui. Le garçon en question était au courant avant de prendre maison. Il devait bien voir qu'elle était reine. Ben, c'est comme rien. Ben voyons, c'est visible. Un cadavérique, 83 livres. Quand tu t'achètes des leggings de je sais pas quel âge, là, oui, on a compris. Le problème est où, là? Là où je veux en venir, c'est qu'à 32 ans, comme père et comme mère, le conjoint s'en rend compte, il pensait que c'était réglé, mais il doit aimer ça bien maigre parce qu'il pensait que c'était résolu. Oui. Et c'est pas résolu, là. Il a surpris à se faire vomir régulièrement. Oui. Fait que là, il dit pas qu'il veut la laisser, mais là, Lise, il va falloir que tu... t'as perdu ma confiance. Vous, comme parent, vous demeurez disponible parce que c'est une grande malade. Exactement. Et vous demeurez disponible et fourrez-vous pas le nez dans sa relation avec cet homme-là. Bon, mais pour notre fille, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux la forcer à se faire hospitaliser? Ben non. Elle est à 83, elle n'est pas encore moribonde. Elle est fonctionnelle ces temps-ci? Non, oui. Bon, regardez, je vous suggère d'être patient. Je vous suggère d'être patient parce que d'ici 3-4 ans, normalement, elle devrait prendre 10-15 livres. Parce que dans la trentaine, l'anorexie s'améliore beaucoup par elle-même. Ah, ben ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Hey, vous saviez pas ça? Non. La gang de Ticlin, vous ont pas dit ça? Non, pourtant, on s'est documenté, on s'est informé depuis... Ah, ben là, par exemple, là, vous me surprenez. Jamais. C'est un trouble, le trouble alimentaire, surtout chez les filles, l'anorexie, est un trouble à évolution favorable. Ah ben. Dans la vingtaine avancée et dans la trentaine, ça diminue. On laisse aller. En demeurant, l'autre problème là-dedans, encouragez-les délicatement, comme vous avez toujours fait. Un peu de support, vous l'appelez, viens faire un tour, faites des petites choses avec elle, d'en prendre soin. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que son conjoint de fait, comme il lui dit, là, il a perdu confiance. Ah, là, le diable l'emporte, lui. Non, mais il menace, mais je ne crois pas que ce soit sérieux. Il menace de la laisser. Ah, c'est correct, il n'y a pas de problème là. Elle laisse sous-entendre le suicide. Écoute, il est tanné de... Pardon? Elle laisse sous-entendre le suicide. Je ne recommencerai pas ma vie. Puis, oui. Elle, comme je lui ai dit, on l'accueille. Ça fait des années là, que tu as commencé à te suicider de toute façon. Oui. Hey, on l'accueille. On demeure accueillant, pas de paroles extrêmes, on est fin, le beau sourire. Non, on arrête d'écouter. C'est un problème à évolution favorable. La rassurer. Dans quelques années, ça va être moins pire. Ou au moins le dire à votre conjoint. Je vous laisse avec un grand sourire, vous m'encouragez terriblement parce que j'avais perdu toute confiance. Jean, dans cette pathologie-là, le mot magique, c'est l'accueil. Oui. Continuez à l'accueillir comme vous avez toujours fait jusqu'à date. OK? Ben, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Oui. J'ai eu l'impression de faire quelque chose. Mais oui. Puis même s'il y a menace de suicide, puis tout ça, s'ils sont là, ça va peut-être passer très bien. Oui. On le souhaite, souhaite. Pierre, il a été publié aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Bon, c'est le lancement du livre là, sur Nathalie Simard, Briser le silence. Michel Vastel qui dit que c'était épouvantable à écrire ce livre-là. Et une personne qui dit, lisez le livre avant de penser que M. Cloutier est tiré d'affaire. Lisez le livre. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans quel état, jusqu'où ça va, la pédophilie. Ouais. Et puis vous parliez tantôt, Pierre, c'est vous qui avez dit ça, des fois j'ai honte d'être un homme. Michel Vastel a dit la même chose, il dit, en écrivant ce livre-là... J'ai honte de mon engeance, pas d'être un homme. Mais moi, lui, je pense... C'est comme groupe, là, ça vole pas haut.
c'est un groupe qui est très hétéroclite. C'est pas un groupe homogène, là. Les hommes on est encore plus différents. D'ailleurs, il y a une étude. Les Anglais vont encore venir nous dire ça, là. Tu vas voir. On va en parler prochainement. Ça va foutre le bordel encore une fois, mais c'est pas grave. Faut en parler parce que c'est vrai. Si c'est vrai, faut en parler. Bon. Mais c'est ça, Michel Vestel disait ça. Je veux dire, là, j'ai pas j'essaie de repérer, là, mais il dit ça, ça me fait honte. C'est pas tant comme état d'homme, mais c'est ce que les hommes peuvent faire. Oui, écoute, l'engeance masculine est un groupe très hétéroclite d'individus de tout acabit. Oui. Non, j'ai pas honte personnellement, mais j'aimerais faire partie d'un genre un peu plus noble. C'est un peu ce que veut dire dans sa aussi. moyenne. On parle à Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Dominique. Oui, moi, je vous appelle concernant... c'est sûr que je voulais faire un petit parallèle face à l'accueil que vous avez dit précédemment à l'autre auditrice. Je trouve ça excellent dans le fond, dans toutes les facettes des problèmes de société. C'est capable d'être ouvert à accueillir les autres dans leurs problèmes, surtout quand c'est des enfants, surtout quand c'est des cas soit de pédophilie ou d'anorexie ou whatever. Tu sais. C'est être capable de tisser un lien étroit pour être capable de s'exprimer intérieurement de nos souffrances, de ce qu'on vit. Oui. Je trouve régulièrement là, que c'est ça, on est ancré dans des stéréotypes que les hommes, un gars ça pleure pas, des trucs comme ça, là. Mais je crois sincèrement que les gens, de plus en plus sont conscients de ce qui se passe dans la société et dans le monde. Ils sont de plus en plus conscients que un homme et une femme, là, c'est pas aussi différent sur des points de vue, là. Surtout émotionnel, on vit des choses, puis c'est important pour grandir, d'être bien intérieurement, de pouvoir s'exprimer. C'était ce genre de petit parallèle-là que je voulais faire face à ton accueil de tantôt. Moi, je voulais en premier lieu aussi parler des mères monoparentales et des pères monoparentales qui malheureusement ont été, on pourrait dire, soit abandonnés ou ont abandonné leur conjoint. Parce que dans certains cas, c'est ça quand même. Ce que je trouve de valeur là-dedans, c'est que les enfants, c'est eux qui en souffrent le plus. Moi, présentement, j'ai une conjointe. Ma conjointe, elle a un enfant. Puis son enfant, son père, il s'en occupe pas en tête. Très fréquent au Québec. Je trouve ça pathétique. Là. On voit qu'il y a des hommes beaucoup de pères irresponsables au Québec. Mais Pierre, on voit aussi qu'il y a des hommes courageux parce que c'est pas le père souvent. C'est le nouveau conjoint va prendre. On a eu des appels extraordinaires en ce sens. Ça existe, mais on ne peut pas se fier là-dessus. Non. C'est un pis-aller, là. C'est une grande chance pour ces enfants-là de tomber sur un deuxième conjoint. C'est un substitut. Oui. Mais il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'il y a certains substituts disponibles qu'il ne faille pas dénoncer l'inacceptable. Absolument. Alors Dominique, c'est ça? C'est un peu ce que vous dénoncez, là, ces enfants-là n'ont pas de père. C'est justement parce que moi, là, peu importe aussi gentil, aussi compréhensible, je serai jamais son père. Je ne peux qu'être on pourrait dire un substitut ou un ennemi, on peut prendre ça comme qu'on voudra, là. Je peux tout simplement être quelqu'un qui fait de mon mieux avec ce que j'ai. Puis ça, je trouve ça triste, là, parce que dans le fond, je sais que son enfant m'affectionne, je sais que son enfant aime passer du temps avec moi. C'est quoi cette tristesse-là? Moi, cette attitude tristounette, c'est quoi ça, cette affaire-là? Si vous êtes regardez, je vais vous dire ceci, Dominique. Oui. Si vous êtes un substitut efficace, vous êtes un père. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien de triste là-dedans. Non, c'est rien de triste. Vous savez, un enfant, là, ça n'a pas besoin de son père biologique, ça a besoin d'un père. Mais est-ce que ça rappelle des affaires à Dominique, par exemple? Qu'il soit le copulateur ou pas, ça n'a pas d'importance. Non, ça me rappelle rien comme tel directement à moi, étant donné que moi, j'ai mes parents. Moi, mes parents ont toujours été ensemble. Mon père a toujours pris soin de moi. Oui, comme tous les parents, on fait des gaffes, là, comme tout le monde. Ah ouais, Janine, sa question est peut-être pertinente. Mais... ils ont fait des gaffes comme... Ah, c'est sûr que moi, j'étais un enfant surprotégé, j'étais un enfant roi. C'est sûr qu'à quelque part dans ma vie, ça m'a nuit. Je comprends.
Ça, je suis convaincu. Vous savez, la surprotection, c'est un grand manque d'affection, hein? Oui. Ouais, vous avez été utilisé. Alors, les bonnes femmes qui surprotègent leurs enfants, là, sont pas capables de les affectionner. J'ai fait un cheminement thérapeutique qui m'a conduit à ça. Alors là, Janine avait une question très pertinente. Quand vous êtes triste face au petit bonhomme, là, votre névrose, là, allez la régler. Et si vous décidez d'entrer dans la vie de ce gamin-là, puis d'agir comme père substitut, faites-le. Puis l'allure tristounette, là, laissez ça aux bonnes femmes. Correct? Bye, Dominique. Bye. Merci, Dominique. Oh, écoute, quelle société de féminisée. Ah! Est-ce qu'il y en a eu un père, là? Hey, je vais retrouver Pierre. Je comprends qu'il est féminisé, il était surprotégé, il était chadré. Est-ce qu'on peut être surprotégé par un père? Est-ce qu'un petit gars peut être surprotégé par un père ou s'il y a juste une mère qui surprotège? Non, c'est rare, c'est rare. Ça existe. Ça existe, mais c'est rare qu'un père va surprotéger son petit gars, il va surprotéger sa petite fille. C'est le rôle inverse. Pierre, j'ai retrouvé la phrase. Renversé oblige. Oui, Janine. Michel Vastel. Oui. C'est dans la préface du livre sur Briser le silence. Il dit, entre guillemets, « J'ai honte de l'homme, honte de moi. » Pour Michel Vastel, l'homme est capable du pire. Non, ben là, honte de lui, là. Ah, Michel, la modération, meilleur goût. Honte de moi. Hey, les nerfs. On se calme. Pas parce qu'un homme est un renégat, est un déchet que tu dis il faut que tu le prennes personnel. Que tous le sont. On se calme le pompon. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a. Quand je te dis que je suis pas fier de mon engeance, c'est comme groupe. L'engeance, c'est le regroupement d'individus du même sexe. Et la une femme veut dire la même chose. Certainement. Écoute, il y a eu des paquets de mères charognardes au Québec. C'est sûr qu'une femme qui a de l'allure, elle n'est pas fière de ça, cette gagne-là. C'est ça. Mais est-ce qu'il l'exprime? Il l'exprime d'une façon différente de vous, c'est sûr. Il est différent de vous. Mais tu sais, il dit j'ai honte de l'homme. C'est ça. Là-dedans, ça inclut et ça exclut. Alors, il ne faut pas avoir honte de l'homme. Écoute, l'homme, il a fait ses choses, puis il encaisse. Non, mais c'est quoi cette attitude momoune? Moi, là, écoute, le féminin, il faut que ça arrête en quelque part. Je pense que j'ai ouvert une canne de verre, là. Oui, c'est correct. Est-ce qu'on fait la pause? Moi, la société féminine, là, je suis pas capable. Je paye de la misère avec ça, tu sais. Une société balancée, Pierre? Oui. Équilibrée entre les deux visions. Quand une femme s'exprime, là-dedans. c'est ça. Quand une femme s'exprime, elle s'exprime en femme. Puis quand un homme s'exprime, il s'exprime en homme. Tu sais, un petit peu, là. Et on s'enrichit mutuellement du discours de l'un et de l'autre. Oui. OK. C'est parfait. Ça a bien de l'allure. On parle immédiatement à Martin. Bonjour, Martin. Bonjour. Oui, bonjour, Martin. La raison pourquoi je vous appelle, c'est que je pense que j'ai besoin d'une piste. J'ai besoin d'une piste parce que aujourd'hui, je me sens troublé. Excusez-moi, ça brasse beaucoup en dedans de moi. Ça fait, depuis quelque temps, différentes personnes m'ont fait remarquer que ils voyaient que j'étais une personne qui était difficile d'approche, puis que j'étais pas vraiment comme assez ouvert aux autres. Puis là, avec le nombre de fois que ça arrive, je suis rendu comme au constat que c'est probablement une de mes réalités. Puis je veux pas le nier parce que je suis quelqu'un qui veut s'améliorer, avoir une meilleure vie. Puis je sais pas quoi faire avec ça. Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. Vous avez 28 ans. Là, vous êtes difficile d'approche. Il y a du monde, là. Qui sont ces personnes-là qui vous ont dit que vous étiez difficile d'approche, pas assez ouvert aux autres? Puis... Ben, c'est différentes personnes, soit dans le domaine des connaissances, des amis ou du milieu du travail. Exemple au travail. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a reproché au travail? On m'a reproché de... Concrètement, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je travaille dans le domaine de la sécurité. Oui, vous êtes agent de sécurité? Oui, puis... Oui.
Moi, je suis quelqu'un de sensible, OK? Non, mais est-ce que tu as une chose à la fois? Je veux bien sensibilité, là. Oui. On y va de façon concrète. Vous êtes agent de sécurité. Est-ce que vous faites bien votre travail? Ben, moi, en tout cas, je considère que je le fais bien, oui. Est-ce qu'on a des reproches à vous faire en tant qu'agent de sécurité? Non, ce qui m'a été amené, c'est plus sur le côté humain du travail. Non, ben là, qu'est-ce que vous avez d'humain à faire comme agent de sécurité? Ben, dans un milieu de travail, on a un rapport aux autres, OK? Ah non, chez moi appelle que le rapport aux autres, là. Vous êtes agent de sécurité, ça consiste à quoi? Parce que ça, là, c'est un maudit bel exemple de discours de bonne femme québécois, ça, là. Faites-vous votre job comme du monde, oui ou non? Les relations avec les collègues, là, si vous n'avez pas besoin de le parler, là, hey, ça, là, est foire. En quoi consiste votre travail d'agent de sécurité? Il consiste à protéger les biens puis des personnes qui occupent les lieux. Est-ce que vous le faites bien? Oui, je le fais du mieux que je peux. Est-ce que vous le faites bien? Est-ce qu'on a des reproches à vous faire quant à la qualité de votre travail? Non, pas sur ce côté-là. Concernant la protection des biens et des personnes, c'est A1. Ils n'ont rien à vous redire là-dessus. Oui, c'est plus, mettons, au niveau, on m'a reproché que lorsque j'abordais quelqu'un, que j'étais écrasant dans ma façon d'interagir. Mais moi, c'est juste une façon, je pense que je suis respectueux dans ma façon d'aborder les gens. Ah, mais qui vous a fait ce reproche-là, là? Un collègue de travail. Une femme ou un homme? Un homme. C'est un homme. Est-ce que c'était un homme qui avait un niveau supérieur à vous? Un niveau? Quel niveau? Non, son niveau, là, de responsabilité. Non, c'est sur le même niveau. Sur le même niveau. De quoi qu'il se mêle, lui? C'est ce que j'ai pensé, mais... Non, mais là, écoutez, je veux bien, là, si vous commencez à prêter oreille à toutes les onneries qui vous entourent, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors, vous avez votre nature, vous êtes un type timide, réservé, replié sur lui-même, puis à 28 ans, là, écoutez, on vous refera pas, là. Non, je pense pas que je suis replié sur moi-même. C'est seulement que quand ça fait plusieurs fois qu'on entend la même chose, puis qu'il n'y a pas Oui, votre nature, vous êtes un type particulier. Bon, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais vous pourrez pas vous changer. Si ça fait partie de votre caractère, vous allez rester comme ça. Alors, commencez par l'accepter, puis les autres, envoyez les pêtes, c'est tout. Est-ce que ça vient à moins que ça interfère avec votre travail. Mais est-ce que ça vient toujours de la même personne, ou c'est tout le monde qui dit ça? En tout cas, Martin, est-ce que c'est juste ce collègue-là dont vous avez parlé? Dans le milieu de travail, dans la même journée, il y a deux personnes différentes qui m'ont mentionné que cette personne-là puis l'autre, que j'étais très sérieux comparé aux autres, mais c'est ma façon de faire. Ben oui, vous êtes comme ça, c'est ce que j'essaie de vous dire. Acceptez-vous, puis faites votre job, puis tant que vous n'avez pas de problème au travail, que vous faites bien votre travail, je suis bien content. Les autres, là, qu'à se faire foutre. Ah, la manie de la Québécoise de changer tout le monde. C'est rendu que ça a contaminé même un paquet d'hommes. Alors, vous êtes fait comme ça, vous allez mourir comme ça. Allez, bye, Martin. Merci. Bonne chance. C'est ça, ben oui. Non, tu vois l'exemple de féminisation où ça mène? Mais Pierre... Là, tu sais, je te trouve pas correct. Quand tu abordes les autres, ça devrait être de telle façon. Va donc. Bon, ben c'est ça. Il va être obligé de se consolider, Martin, là. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est ça. T'es comme ça, tu t'acceptes. Tu dis que le Québec, là, ça fasure. On parle à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui. Bonjour, Stéphane. Bonjour, M. Mailloux. Bonjour, Mme Ross. Une question que je me pose, moi, que vous n'avez pas abordé encore, les Noirs de Québec, de la province de Québec. Oui. Ça pourrait-il qu'il y ait le quotient, on parle pas des Noirs des États-Unis, là, ça pourrait-il que leur quotient intellectuel, vu que c'est la crème des Noirs un peu qui arrive ici, là, soit supérieur à la moyenne du quotient intellectuel des Québécois pur laine? C'est possible. J'ai invoqué cette possibilité-là publiquement. Mais comme c'était pas intéressant, ça n'a pas été repris. OK, parce que peut-être que ça serait une chose qu'il faudra parler aussi, là. Ça, je l'ai dit, parce que compte tenu que les ressortissants haïtiens étaient la crème d'Haïti, c'est assez évident que si on teste leurs enfants, ça se pourrait très bien que ce soit le quotient intellectuel moyen de leurs enfants soit nettement supérieur à d'autres groupes, y compris des Québécois de souche, puis même des groupes ou dans certains coins de Québécois. Parce que moi, pour pouvoir parler avec eux, j'en connais beaucoup de Noirs qui sont ici, là, puis à l'université, puis oui. tout ça, là.
Puis je peux vous dire qu'ils parlent, ils ont l'air d'avoir un meilleur jugement, un meilleur raisonnement que tous mes confrères québécois. Oui. Moi, je viens de la Beauce, là. Oui. C'est des groupes très sélectionnés. Vous référez aux étudiants africains de l'Université Laval? Les Haïtiens, toutes les Noirs par ici, les Haïtiens aussi. OK. Dans la région de Québec? Dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal? Il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont à l'université dans la région de Montréal. Ah oui, oui. Qui sont à l'université et qui ont de la misère à se trouver peut-être des emplois parce qu'ils sont noirs, là. Ouais. Mais je pense qu'ils nous sont supérieurs. Ouais, vous savez, votre propos, je l'ai tenu publiquement. Ça et on ne l'a pas retenu, retenu parce que, tu sais. Alors, j'ai dit et j'ai répété que l'étude de Suzuki-Witkin avait été faite aux États-Unis. Elle n'avait pas été faite au Canada. Fait que le point soulevé. Et ça mériterait peut-être d'être repris au Canada. Oui. Puis, j'aurais une autre petite question. Allez-y. Oui. Deux autres questions vite, là. Comment ça fait que tous vos réceptionnistes soient des femmes? Pardon? Ça pourrait-il que vos réceptionnistes, oui, qui sont tous des femmes, oui, fassent une certaine sélection féminine de leur... Non, oubliez ça, mon Stéphane. La réponse, c'est non. La réponse, c'est non, vous êtes certain? Ben... On a tous des hommes en nombre aujourd'hui, Stéphane. Oui, peut-être, mais les hommes efféminés, en tout cas. Puis ça pourrait-il aussi, dernière question, que la féminisation des hommes au Québec est comme la féminisation des enfants hommes, si vous voulez, là, est comme conséquence de produire des homosexuels puis des pédophiles. Non. Des esprits tordus, en tout cas. Non. Des esprits tordus, peut-être, mais pas l'homosexualité serait génétique. Puis vous connaissez Albert Einstein? Ben, écoutez... Quand Albert Einstein dit que I want to know God's thought, the rest all details. Ça veut dire que lui, il était... C'est pas un QI trop bas non plus, là. Ça veut dire pourquoi qu'il disait ça? Ça veut dire qu'il croyait en Dieu ou non? Moi, je crois pas en Dieu nécessairement. Hein. Quelle affaire? J'ai pas compris votre citation d'Einstein. OK, je l'ai ici, j'ai un cadre dans ma maison. Là. Oui. I want to know God's thoughts. The rest are details. Einstein. J'entends pas. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je veux savoir les pensées de Dieu, le reste sont des détails. Einstein. Il faudrait lui demander, puis comme il est mort sur une secousse, on ne saura pas. Bon. Alors, des grandes citations comme ça. Avant d'affirmer, peut-être que Dieu n'existe pas. Il y a comme, moi, je suis comme sur la clôture. Hein. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, mais je peux pas affirmer ça. Quand moi, je peux vous soulever une hypothèse que c'est l'homme qui a créé Dieu, non pas l'inverse. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Parce que, regardez, la raison, ça sur quoi je me base, c'est que toutes les tribus, tous les groupes, toutes les races autour du globe terrestre ont tous leur Dieu. Oui. Alors, Dieu est une création de l'humain. C'est probable. Hein? Ben oui, c'est pas Dieu qui a créé l'humain, c'est l'humain qui a créé Dieu parce qu'il en a besoin pour affronter la mort. Ces livres-là ont été écrits par les hommes. Ben oui, Dieu veut m'écrire un livre, là. OK? Ben, Stéphane. OK. Est-ce qu'on a le temps? On n'a pas le temps d'amorcer un autre appel. OK, c'est bon. C'est ça parce qu'Einstein, je pense qu'il avait mis en opposition, c'est-à-dire la vision de Dieu avec la science. Mais en essayant de faire un lien entre les deux. Je pense qu'il était croyant. Bon, ça le regarde. C'est ça. Je sais pas. Écoute, il est mort, ça fait un petit bout de temps. Hein. Alors, finalement, on a un gros problème, Pierre, hein? La féminisation des hommes. Non, mais ça va être dur de s'y retrouver, là. Ça va être dur de s'y retrouver. Puis, où sont les hommes pour guider nos jeunes? Moi, je reviens toujours à ça. Nos petits garçons, il faut qu'il y ait des hommes présents pour les... Oui, mais c'est un cercle vicieux. À partir du moment où ils sont féminisés, ils ne développent pas leur masculin. Comment tu veux qu'ils aident des jeunes à développer leur masculin alors qu'eux sont féminisés, sont pleins d'attitudes féminines? Et si tel est le cas, Pierre, on développe son masculin jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge on peut accepter le côté masculin qui est en nous, puis de révéler... Je comprends pas la question. Je vous la repose. Bien dans ça. OK, on va prendre un appel, c'est le petit bloc, puis on va revenir tantôt sur la question que je vous ai posée. On parle à Mario. Bonjour, Mario. Mario? Allô? Oui, à qui on parle, là? Jean. C'est Jean? Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Jean. Oui, bonjour, Janine. Bonjour, M. Pierre. Moi, je vous appelle à propos de la féminisation des hommes, comme vous dites. Là. C'est rendu vraiment une plaie de la société, c'est terrible. Oui. Ce que j'ai pu constater, en tout cas, c'est un cercle vicieux, c'est de la faute des deux, d'après moi. Là. Et des femmes, à cause que, oui, de plus en plus, ils veulent avoir du pouvoir, sont castrantes. C'est tout le temps de bosser, de runner, puis c'est comme un peu de leur faute pour ça. C'est de la faute des hommes parce que justement, t'es un homme, mets tes culottes, là, je sais pas, là, mais me semble, moi, ce que je cherche chez une femme, c'est une femme.
c'est une femme féminine, c'est une femme délicate, c'est la féminitude dans toute sa valeur. Puis d'après moi, ce que les femmes cherchent, c'est pas des moumounes. C'est des hommes qui sont capables de se tenir debout, puis capables de leur dire non quand c'est non, puis capables de décider, puis capables de... Non, on n'en a pas au Québec, oubliez ça. Ben, en tout cas, c'est un très petit pourcentage de femmes qui est intéressé par ce que vous êtes en train de décrire. Mais et c'est quelqu'un qui est capable d'établir des relations égalitaires à ce moment-là, en respectant la différence. Ben moi, je me mets culotte, je décide des affaires, puis je peux vous dire que les femmes, c'est pas ça qui manque, qui manquerait, qui manque non plus. Ouais, vous avez quel âge? 25 ans. Vous allez voir à l'usage. Est-ce que vous faites vie commune avec une femme actuellement? Oui. Et comment ça passe? Ça fait combien de temps, là? Ça fait 2 ans. 2 ans. Et comment ça fonctionne entre vous deux? Comment ça fonctionne, je compte. Quel genre de relation vous avez? Ben, nous autres, on est encore les deux à l'école, à l'université les deux. On vit ensemble, mettons, 5 jours par semaine. Il y a 2 jours que, parce que l'université est trop loin, pour elle, elle va vivre 2 jours chez ses parents. Oui. Puis, c'est ça. Ça fait, comme je vous dis, ça fait 2 ans. Il n'y a pas question de chicane, puis d'engalade, puis de... C'est ces affaires-là qui détruisent et le couple et la personne. Oui. Puis la relation dominant-dominé, ça n'existe pas entre vous deux? Non, moi je décide de mes affaires, je vais faire mes sorties. Elle aussi a ses sorties, elle fait ses choses, puis quand on est ensemble, on revient, puis il n'y a pas de problème, puis... L'appartement? Oui, l'appartement. Le bail de l'appartement. À qui appartient l'appartement? À moi. OK. Alors, elle n'est pas chez elle? Non, ben, elle, comme elle paye les meubles et les affaires, moi, je paye l'appartement. Parce que moi, en tout cas, c'est différent un peu dans mon cas, là, parce que j'étais en fauteuil roulant, fait que si elle veut partir, ben, elle partira avec ses affaires, moi, je garde l'appartement. Oui. C'est un appartement qui est adapté? Oui. Oui, OK. OK, c'est un appartement adapté, il y a une petite... Ouais. Et vous êtes en fauteuil roulant, pourquoi? Un accident de moto. Accident de moto. Les jambes? C'est vos jambes? Oui, ben, tétraplégie, là, c'est... Oui. Ouais, c'est un contexte très particulier, là. Oui. Ce qui ne veut pas dire, Pierre, pour autant, même si on est handicapé, qu'on perd nos qualités masculines, puis c'est ça, là. Parlez-nous un peu de votre sexualité. Oui, ben, c'est actif, il n'y a pas de problème avec ça du tout, là. Vous n'avez pas perdu... Pardon? Vous n'avez pas de difficulté au niveau érection, éjaculation, tout ça? Éjaculation, oui, là, mais ça, j'ai pas besoin d'éjaculation pour la relation. L'érection, il n'y a aucun problème. Pour l'érection, il n'y a pas de problème? Non. Ah, si elle s'amuse après, ça bande? Oui, exactement. Pouvez-vous bander à vue ou il faut qu'elle le manipule? Non, il faut qu'elle manipule. Il faut qu'elle manipule, hein? Oui. OK. Puis ça vous donne une bonne érection, elle peut s'asseoir dessus à loisir. Puis... Exactement. Ah, excellent. Côté sexuel, je peux vous dire que, en tout cas, là-dessus, moi, en tout cas, je peux... Il n'y a pas une fois, exemple, qu'on va faire l'amour ou qu'on a des relations que elle jouera pas, elle viendra pas. Ah oui. Si elle n'a pas joué, ben, je vais m'arranger avec ma bouche. Oui. Je vais m'arranger avec ma bouche puis le reste pour que elle aime ça, il n'y a pas de problème là-dessus. OK, mais vous savez utiliser votre handicap à bon escient, vous, là? Oui, ben... Hein? Parce que vous ne pouvez pas être éjaculateur précoce, vous ne pouvez pas éjaculer. Non, il n'y a pas de trouble avec ça. Pendant combien de temps vous pouvez garder une érection? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de problème. À peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il n'y a pas de problème. Vous pouvez maintenir facilement une érection, on peut s'asseoir là-dessus, monsieur, puis se gauler solide pendant 1 heure de temps, puis il n'y a aucun problème là? Oui, exactement, monsieur. Chanceuse. On appelle ça utiliser un handicap à bon escient. Ouais. Mais elle vous respecte dans votre différence, puis ça c'est un bel exemple, Pierre. Normalement, il n'y a pas de sujet. Tout ce qu'il nous raconte, là, tu marches ensemble, tu marches avec ce que l'autre est. Pour le temps que ça dure. Hein? Pardon? Je dis pour le temps que ça dure. Oui, c'est ça. Vous, pour être sûr de ne pas vous faire expulser de l'appartement, vous avez vu que c'est un appartement adapté, vous avez signé le bail. C'est ça. Elle a payé les meubles, fait que si jamais elle décide de quitter, ben, ça s'en ira avec vos meubles, puis vous restez. Bien planifié, ça, j'aime ça. Merci, Jean. Allez, bye, grand voleur de ce monde. Je viens sur la question, on parle de féminisation, vous parlez souvent de féminisation des hommes. Puis moi, je fais le parallèle à un moment donné, une femme à qui on ne permet pas d'être femme. C'est souffrant, ça.
Et quand tu arrives peut-être dans la trentaine, tu commences à étouffer là-dedans. Un homme à qui on ne permet pas d'être un homme, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une prise de conscience pour lui. Est-ce que je me trompe? Un homme féminisé va souffrir, une femme masculinisée va souffrir. Un homme féminisé a des chances de faire souffrir. Il est un mauvais partenaire, il est haïssable, il est déplaisant, il va être dénigrant dans l'intimité, il va être en rivalité. Il adopte l'attitude de rivalité féminine, il se comporte comme une femme. Mais il va pas en souffrir un jour. Il va en faire souffrir, ben c'est sûr que indirectement, il ne s'épanouit pas, mais il peut écœurer son entourage, pas à peu près. Comme une femme masculinisée à qui on n'a pas permis de vivre sa féminité, va peut-être... Non, une femme masculinisée, une femme réprimée, ça existe, mais une femme masculinisée, oublie ça, là, j'ai à peu près jamais vu ça. Qui adopte un modèle masculin d'abord. Non, c'est rare, ça. Écoute, des femmes qui adoptent un modèle masculin, là, qui ont incorporé inconsciemment un modèle masculin qu'on peut éru, là, au Québec. Je sais pas. Ben non, le modèle de... Ben, écoute... Parce qu'il y a des femmes à qui on ne permet pas d'être des femmes. Ben oui, il faut être performante. Puis même, je vous dirais, c'est une espèce de rouleau compresseur de société. Oui. Regarde, Janine, la féminité écrasée ne veut pas dire masculinisation d'une femme. Non, pas automatiquement. Ça n'a rien à voir. OK, ça on est d'accord. Ça n'a rien à voir. Mais une féminité écrasée... Il y a très peu de mères ou de pères qui vont masculiniser une petite fille. C'est rare. Parce qu'on a des appels, ça arrive, Pierre, où des filles vont dire, écoute, moi je faisais tout pour plaire à mon père, puis j'adoptais ses activités. Puis j'étais plus intéressée par les activités de garçons. Est-ce que c'est pour calquer? Il faudrait quasiment qu'on aille là-dedans une bonne fois. Écoute, c'est pas largement répandu. Là. Non, mais il y a ce qui est beaucoup plus répandu, ce qui est important qu'on en parle, c'est toutes les petites filles qui ont été écrasées dans leur féminité, principalement par leur mère et aussi par le père. Le nombre d'adolescentes au Québec qui ont été traitées de putain par leur mère dès qu'elles se mettent un petit décolleté, c'est dégueulasse. Mais c'est souffrant, ça. Ah. Mais c'est très souffrant. Alors, ça n'a rien à voir avec la masculinisation de la femme. Ça a à voir avec l'écrasement et la rivalité de bonnes femmes. Alors, est-ce qu'on dit la même chose pour les hommes? Vous parlez d'hommes féminisés, est-ce que ce serait d'abord des hommes? Non, il n'y a pas d'écrasement, c'est pas la même chose. Tu as eu des appels après-midi, on pourrait faire des semaines et des mois uniquement là-dessus. C'est la mère avec le petit garçon de 2 ans. T'as entendu le gars, là? Court pas, puis fait pas ci, puis fait pas ça, puis fait le ménage. Tu sais, à 2 ans, elle commence à le conditionner aux attitudes et comportements féminins, au détriment du développement des attitudes masculines. Et moi, je vous dis, Pierre, si tu es un homme, c'est dans tes gènes, est-ce que ça devient pas extrêmement souffrant? Non, c'est la souffrance. La souffrance est davantage exprimée dans la relation avec l'autre qu'intérieurement. Les féminisés se plaignent pas beaucoup de ça. Puis d'ailleurs, ils sont souvent renforcés. Les hommes roses, puis ils nous appellent, puis je suis capable de donner le sein, puis ils font partie d'organisations. Ils se renforcent mutuellement. Mais ils font souffrir énormément de femmes lorsqu'ils veulent vivre l'intimité. La plupart n'en souffrent pas. Ils n'en sont pas conscients, ils n'en souffrent pas. Ça m'étonne beaucoup, Pierre, parce que je me dis, si tu nies une partie de toi-même, un jour ou l'autre, ça te rebondit. Je reçois très bien ce que vous dites. Ça rebondit dans l'abandon, ils se font flusher. À un moment donné, ils m'arrivent dans le bureau, « Docteur Maillot, je suis cocu. »« Oh, ouais? T'es cocu, ouais? »« Ouais, je suis cocu. Ma femme, elle m'a trompé. Elle est partie avec un autre. » Eh oui. Elle avait raison, écoute, t'es pas un homme. Donc la souffrance, en tout cas, ça là, il est en souffrance, là. Oui. Là, Chris, si je la pogne que je le fais, je la tue. Hey, je l'ai entendu dans mon bureau, celle-là. Je l'aime, docteur, mais ça me quitte. Je vous le dis, m'a tué. Hey, des lamentations comme ça, là, j'en ai eu de cette race-là. OK. En tout cas, je soulevais un point, parce que je me dis, si tu nies un aspect d'un être humain, à un moment donné, il me semble que ça peut pas faire autrement que de s'exprimer. Il faut que ça s'exprime, tu passes à côté de ce que tu es. Alors, on parle à Paul. Bonjour, Paul. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Paul. Oui, bonjour, monsieur, Dr. Maillot, Madame Ross. J'ai juste de raccrocher, là, à votre fil de conversation, là. Hein? On s'est parlé il y a à peu près une semaine. Oui. Concernant une situation familiale. On a mis fin assez abruptement, là, où vous disiez, aller plus en profondeur. Un contexte familial difficile, un contexte de dispute, là, homme-femme,
à savoir qui va pouvoir influencer. Enfin, là, vous allez me reprocher d'utiliser encore un langage qui est trop générique, là, trop général. Éthéré. Éthéré, merci. Je vais le noter cette fois-ci, là, je vais me rappeler la prochaine fois. Là. Qui flotte comme de l'éther. Non, mais monsieur, on peut pas toujours s'exprimer en des mots, là, choc, là. Non, regardez, laissez faire les reproches, là. Les mots là, vous êtes en train de faire une bonne momoune de vous. Donnez-nous des exemples. Bon. Pourquoi vous appelez? Soyez concret. J'ai repris le fil de votre conversation. Donc, on retient ça. Maintenant, le fil disait, une femme, vous reprochez aux hommes d'être féminisés. Ils vont faire souffrir leur environnement, ils ont intérieur, en tout cas, je reprends, j'essaie de me rappeler, là, ils vont, en tout cas, faire tuer, tiens, bon. Oui. Bon. Mais vous dites que la femme peut pas être, comment est-ce que, Madame Mayou, voyons, Rose, vous avez dit quoi, vous? Une femme, masculinisée. Oui. Moi, j'allais dire homogénéisée, là. Bon, je pense que c'est ça que je vis, moi. Je vis avec une femme qui est terriblement agressive. Puis vous dites que ça n'existait pas? Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, je vous dis que c'est plus rare. Ça n'existe pas une femme forte, là, ou une femme, là. Vous arrêtez pas de dire que les femmes au Québec c'est des germaines. Pourquoi ça serait pas ça le point, là, le problème? Non, une germaine est une femme frustrée, profondément frustrée. Bon, OK, d'accord. Parce qu'elle a été réprimée dans sa féminité. Essayez là, de suivre une ligne de pensée, là. Donc, OK. Mais une femme qui va prendre les commandes, puis qui va vouloir tout diriger, puis qui va vouloir toujours là, embarquer sur le dos de l'autre, là, c'est pas ça une femme masculinisée, Mme Ross? Pas nécessairement. C'est ça, mais est-ce que ça pourrait, parce qu'on peut se questionner, Pierre, est-ce que ce serait pas un calque? Un calque? Vous l'en venez où, là? Aboutissez. Vous l'en venir où? Je vais en venir aux difficultés de ma relation homme-couple. Parlez-nous-en. Ben oui, mais là, j'appelle pas pour raconter ma vie dans tous les détails. OK, bye, Paul. Bonsoir. Non, grand discours théorique, puis, non. Hey, si tu as quelque chose à dire, tu le dis, là. Les niaisages, là. Ça, c'est un bel exemple de féminiser. Je prédis, Pierre, que Paul va appeler. Encore la semaine prochaine. Non, ben là, écoute, bon, on va à un moment donné, là, à l'occasion, là, on va y répéter. Fait qu'il va se tanner. Bon. Il va peut-être finir par aller droit au point. Ben, peut-être que c'est pas encore mûr, c'est peut-être juste ça. Voilà. Là, il tourne autour dans des grands considérants. Il essaie, absolument, oui. On parle à Huguette. Bonjour, Huguette. Oui, bonjour. Moi, j'appelle au sujet de ce que Janine a dit tantôt. Ça m'a accroché lorsqu'elle a demandé à Pierre si ça existait des femmes qui ont été masculinisées. Moi, je dirais que oui, parce que dans ma parenté, je pourrais dire qu'il y a quelqu'un qui s'est arrivé, là, puis... OK, racontez. Bien, c'est ça. Les parents ont eu 3 filles, puis ils avaient toujours désiré d'avoir un garçon. Mm-hmm. Donc, la 3e, c'est encore une fille, puis il était tellement déçu que... À partir du moment qu'elle était jeune, il l'habillait en garçon, puis... C'est vrai? Oui. Bon, c'est un bon exemple. Au lieu de l'appeler par son nom, il disait, bon, mon petit gars ci, mon petit gars ça. Et puis, le père, c'est un grand chasseur, il amenait sa petite fille à la chasse, puis vraiment, il agissait avec elle pareil comme si c'était un garçon. Oui. Est-ce que, Huguette? Oui. Est-ce que c'est épidémique au Québec ou c'est relativement rare? Je ne sais pas. Bon. Vous avez connu un cas? Oui. OK. Je peux vous certifier que c'est relativement inhabituel. J'ai jamais dit que ça n'existait pas. C'est inhabituel, c'est pas pareil. Oui, c'est possible. Oui, il y a vous savez, tout existe. Tout ce que vous pouvez imaginer existe. Maintenant, est-ce que c'est fréquent ou relativement inhabituel? Ça, c'est une autre affaire. Oui. Continuez. Ce qui est arrivé, cette personne-là, lorsqu'elle est devenue adolescente, elle refusait tous les signes de féminité qu'elle pouvait y avoir. Oui. Être menstruée et puis tout le reste. Oui. Puis lorsqu'elle est devenue adulte majeure, bien, elle a décidé de se faire opérer pour devenir comme un homme. Un transsexuel. Exactement. Oui. Parce qu'elle ne pouvait pas s'accepter en tant que femme. Elle ne s'aimait pas comme ça. Alors, elle a changé de prénom, puis elle s'est fait opérer. Puis ses parents ne comprenaient absolument pas pourquoi qu'une chose comme ça arrivait, là.
Est-ce qu'on peut aller jusque-là, Pierre? Ou si elle était vraiment... Écoute, le transsexualisme n'est pas relié aux méthodes, à l'approche éducative. L'éducation, c'est ça. Cependant, il peut arriver, par hasard, que quelqu'un qui a la conviction d'être du sexe opposé se fasse identifier par les parents comme étant suite à un désir refoulé. Tout ça est possible. Mais on parle ici d'anecdotes, de comportements anecdotiques. Les transsexuels, ça donne que je connais ça depuis au-delà de 30 ans. Depuis 1974, 31 ans. Okay? Je suis assez familier avec le transsexualisme. J'étais un des premiers à m'occuper de ça assez activement. Puis je suis toujours resté assez près de ça, de toutes ces histoires-là. Donc, ce serait possible que cette troisième fille-là, Pierre, ait été transsexuelle, que les parents l'aient identifiée plus au sexe masculin, puis ça a basculé de ce côté-là. Parce qu'elle acceptait facilement. Vois-tu, le père voulait un petit gars, puis la petite fille acceptait facilement. Alors, il y a pu y avoir une espèce de complicité, là. Une rencontre. C'est une jonction d'un transsexualisme avec le désir du père. Ben oui, pourquoi pas. Mais vous confirmez bien, vous venez de confirmer par votre exemple, puis il faudra en avoir pas mal plus que ça, parce que là, on est dans le transsexualisme est davantage anecdotique que coutumier. Oui, c'est pas Combien dans la population? Ah, très rare. Vous n'avez pas de chiffre là-dessus? Non, c'est rare. Surtout le transsexualisme, la transformation femme à homme est encore beaucoup plus rare. Ce qu'on voit plus souvent, c'est des hommes qui ont la conviction intérieure d'être femmes et ils se font castrer, enlever le pénis, chirurgie vaginale, ils se font pousser des seins, les implants mammaires, puis bingo, on est une femme. Ça, j'en ai accompagné plusieurs dans cette transformation-là. J'ai vu un seul cas en 31 ans, d'une femme qui a été transformée en homme. J'ai vu un seul cas. Mais je pense que le fait que son père la traitait vraiment comme un petit gars, puis elle voyait la déception de ses parents, que c'est un garçon qui voulait en réalité, je pense que ça l'a pu aider qu'elle ne pouvait pas s'accepter. Peut-être que ce serait... Parce que ses parents ne l'acceptaient pas. Mais peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose. Si elle avait été acceptée en fille, elle aurait très bien pu conserver la conviction intérieure qu'elle était du genre masculin. C'est qu'à ce moment-là, c'est Huguette qui pourrait parler, si jamais cette personne-là voulait parler, puis elle comprendrait probablement beaucoup plus. Si elle nous appelait, on pourrait lui demander. Ça serait peut-être intéressant, Pierre, de faire une émission un jour là-dessus. Merci, merci Huguette. Le vendredi après-midi, c'est assez, parce qu'il n'y a pas de quoi. C'est pas fréquent. Tu sais, on parle de rareté, là. Transsexualisme, on est dans la rareté. Mais sans parler de transsexualisme, Pierre, un petit garçon, il y a 3 gars dans la famille, les parents veulent une fille, puis et l'inverse dans une famille de filles, comme il vient d'être décrit par Huguette, tu sais, les parents sont déçus, puis et tu n'es pas accepté pour le sexe que tu portes. Ça fait pas des transsexuels. Non, mais ça fait des gens mêlés. Oui. Ça peut faire. Oui, ça fait des féminisés, c'est ça, exactement. On va tout de suite à Gino, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Gino. Vous allez bien? On vous écoute. Oui, un petit message pour dire que le Dr Maillot devrait vivement prendre sa retraite. Au revoir. Bye. OK, deuxième appel. Lorsque ce message sera partagé par un grand nombre, soyez sans crainte, je veux me retirer dans mes terres. Bye Gino. Et on parle à Mario. Bonjour Mario. Oui, c'est moi? Oui, bonjour Mario. Enfin, Simonac Spreneur est 5. Hey, Paul de tantôt, là, Paul, c'est une vraie femelle, ça, là. Ça n'a pas de sens, ce gars comme ça, là. S'il continue comme ça, moi, je me dis qu'il est marié pour s'abriller sa personnalité, là, parce qu'il y a des caractéristiques dans la vie, là, langage, voix, tout ça, là. Il s'en va sur l'homosexualité. Je suis un Mario. OK, je reviens. J'ai 2 points, une question et... Que vous disiez que c'est un individu, un homme qui démontre définitivement des attitudes très féminines. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Il y a des caractéristiques dans la vie qui ne trompent pas. D'accord. Un autre point, j'ai appelé, il y a quelque temps, j'avais fait mention, moi, Janine, au niveau des cellulaires, là, ça fait 1h05 sur le cellulaire. Pourquoi vous ne traitez pas ça en priorité? Ça n'a aucun sens. On est sur la route, tout ça. On attend 1 heure le téléphone sur l'oreille. Mario, là-dessus, je vais vous répondre. Oui. Vous êtes le plus bel exemple pour démontrer à nos auditeurs que les appels sont pris un après l'autre. Oui, je comprends. Il n'y a pas de sélection.
Et les seules priorités qu'on a faites dans notre histoire en 10 ans, c'est de dire à quelqu'un le jeudi ou en fin d'émission, rappelez vendredi, vous allez être pris en priorité en premier. C'est les seuls, il n'y en a pas d'autres exceptions. Fait que là, pour pas brûler toutes vos minutes, Mario, allez-y. Mon autre petit point, rapidement, je m'appelle pas Mario, je m'appelle Sylvain. J'ai changé mon nom parce que là, je sais pas si vous le savez, M. Maillot, quand on appelle, mettons, même à une autre ligne ouverte, ils nous disent non, vous avez déjà appelé, vous rappelez juste dans 2 semaines. Non, et pas à notre tribune. C'est moi qui fais le screening à notre tribune. C'est à votre tribune, M. Maillot. J'ai essayé d'appeler la semaine passée un sujet qui m'interpellait. Puis le matin, j'avais appelé à Cournoyer, je sais pas trop. Puis la réceptionniste a dit, vous avez appelé un matin, vous pouvez pas appeler avant 2 semaines. Bon, ben, c'est une initiative de la réceptionniste, puis elle avait peut-être raison. Ben ouais, mais ce n'est pas une règle, c'est une initiative. Vous changez de sujet tous les jours, il peut y avoir des sujets... Oui, allez-y, là, vous êtes un bon lamenteur. Vous critiquez Paul, mais vous n'êtes pas beaucoup mieux. C'est pas le fun. C'est pour donner la chance à tout le monde. C'est pour avoir des points de vue différents. Question intellectuelle, il y a des tests là, sur Internet. Est-ce que c'est valable, ça? Non, le seul test qui est valable, reconnu comme étant valable, c'est le WISE pour les adultes et le WISC pour les enfants. Comment ça s'écrit, Pierre? WAIS pour les adultes. Le Wechsler Scale, c'est l'échelle de Wechsler. Ça, c'est reconnu mondialement. Et pour les enfants, c'est le Wechsler, mais pour enfants. Le WISC. WISC. Mais ce test-là, on peut-tu trouver ça sur Internet? Non. Non? Faut que ce soit administré. Mais non, vous ne pouvez pas le faire sur Internet parce qu'il y en a une partie qui sont des tests minutés chronométrés. Oui, justement, et celui que j'ai passé, c'est chronométré aussi. Bon, en tout cas, écoutez, est-ce qu'à un moment donné, il y aura le WISE sera sur Internet? Je le sais pas. Mais au niveau de l'interprétation, Pierre, quand tu arrives à certains résultats, il faut que tu aies un spécialiste pour interpréter ou peux-tu l'interpréter toi-même? Écoute, tout est possible. Avec les bidules modernes, il y a des choses possibles. Il y a des choses possibles. Écoutez, avec l'Internet, c'est tout qu'un outil, l'informatique. Ça, c'était sur un site psychologique, mais je sais pas. Oui, alors ça ne me surprendrait pas qu'à un moment donné, on puisse s'auto-administrer un WISE ou un... Bon, OK, mon sujet. Oui. Encore sur les noirs et toutes les couleurs, là, je veux pas dénigrer personne. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'évolution, puis tout ça, j'ai déjà parlé de ça, là. Au niveau des Noirs, le berceau de l'humanité, on a toujours dit, c'était l'Afrique, hein? On sait que c'est dans le centre-est de l'Afrique, le berceau de l'humanité, que c'est, on vient tous de là. Après ça, il y a eu l'évolution, on se transportait un peu partout. Ceux qui sont encore là, c'est des Noirs. Nous autres, là, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tribus de Blancs qui existent? Non. Il n'y a aucune tribu de Blancs qui existe. OK, ça, c'est un point. Donc, pourquoi il n'y a pas de tribu de Blancs? Il y a eu une évolution quelque part plus rapide. Les tribus qui vivent en Amazonie... Oui. Ils sont pas blancs. Ils sont pas blancs. Mais non, il n'y en a aucune tribu de blancs. Ils sont quelle couleur en Amazonie? Ils sont foncés. Ils sont bruns chocolat. Ils sont pas comme les Africains qui sont plus noirs, mais ils sont bruns. Là, elle est rendue en Amérique du Sud, là, ça commence, parce qu'il y en a qui sont indiens aussi. Ben, c'est ça. Il y a eu les Indiens, c'est-tu des noirs ou des blancs? Les Indiens? Les Indiens sont-ils noirs ou blancs? Ils sont venus d'Asie, par le détroit de Bering, puis ils seraient descendus jusqu'en bas. Hey, wow! Ben, c'est ça, il y a les Inuits aussi, tout ça, mais il n'y en a aucun. Ils sont tous de couleur. Il n'y a aucun blanc. Aucun, ça c'est sûr et certain. Ah, ouais. Ben oui, il n'y en a pas. Mais ils sont quelle couleur, les Indiens? Les Indiens, ils ont la peau foncée, ils ont la peau... ils sont pas blancs, les Indiens. Oui, mais est-ce que les Indiens sont noirs? Non. Ah bon? Mais ils sont quelle couleur? Les Indiens, on dit peau rouge. Dans les peaux... C'est ça, mais pourtant, ils auraient peut-être des souches asiatiques. Oui. Alors... Oui, ce que je veux dire... Oui, alors, continuez. OK, bon, c'est ça. Je veux dire, il y a différentes souches. Il y a les Asiatiques et les Inuits et tout ça, eux autres qui se rapprochent. Bon, il y a eu différentes rapidités dans l'évolution de ces personnes-là. Bon, sauf que, c'est ce que je veux dire, au niveau physique même, l'évolution des personnes, si on regarde l'exemple des Noirs, on parle des Noirs, là, bon, c'est pas pour dénigrer. Regardez une personne d'une tribu en Afrique, OK? Avec le nez, le front, tout ça, ils sont bien plus proches de ressemblance d'un homme de taverne que nous autres. Il y a une raison. C'est pas ça pour dénigrer, c'est vrai. C'est vrai. Allez faire un petit tour en Somalie. Les Somaliennes, là, il y a des femmes là absolument extraordinaires. Mais là, vous allez nous dire qu'il y a eu un apport de sang étranger. Oui. Avez-vous vu des reportages sur la Somalie ou sur l'Éthiopie? Oui, j'en ai vu.
Il y a des femmes dans ce coin-là qui sont d'une beauté. Pourtant, ils sont noirs. Mais oui, ils sont noirs. Certainement qu'elles sont noires. M. Maillot, Est-ce qu'elles ont l'air de des femmes sorties d'une caverne? M. Maillot, c'est la même pas chose. du tout. C'est l'ensemble. L'ensemble. C'est la même chose que au niveau du quotient moyen qu'on parlait. Il y a plein de noirs qui sont très intelligents. J'en connais, j'ai des amis. Mais si on regarde l'ensemble, le QI moyen plus bas, je suis totalement d'accord. J'avais pas besoin que... Attendez un peu, chez les Noirs américains, là. Oui, mais si on le faisait mondialement, ce serait la même chose. Ben, c'est-à-dire, il y a des tests qui ont été faits, je ne sais pas jusqu'où ils sont valables. Mais ça va être évalué. Ça va être, que ça nous plaise ou pas, là, ça va tout être évalué, ça. On va avoir des études de grands groupes pour des quotients intellectuels moyens afin de vérifier la diversité, tout ça. C'est toutes des études qui vont venir. Il parlait que les Asiatiques, il y avait le quotient moyen plus élevé que les autres. Oui. Ça me dérange pas, moi. Ça me fait rien qu'ils soient plus intelligents que... En tout cas, aux États-Unis, ils ont plusieurs points de plus. Bon, c'est correct. Ouais. Bon, puis il y a eu un test cette semaine dans le Journal de Montréal. J'ai vu, là, au niveau des analphabètes, que le Québec serait en bas de la moyenne canadienne. Oui. Puis, je me sens pas visé, moi. Peut-être vrai. Attendez un peu. Qu'est-ce qui était dit, là? Je l'ai pas vu, ça. En fait, une étude au niveau du Canada. Oui. Pour, via toutes les provinces, pour établir la moyenne au niveau de l'alphabétisation. Oui. On a le pire score. Non, pas le pire, les maritimes. Bon. Les maritimes sont dans le pire, mais on est en bas de la moyenne. D'alphabétisation au Canada. Alors, il y a plus d'analphabètes au Québec qu'ailleurs. Au Manitoba que dans l'autre. Ah bon? Ça, je l'avais pas, j'ai pas vu, j'ai manqué cet article-là. Le plus élevé, c'est au Yukon. C'est drôle à dire. Le Yukon. Ou c'est-à-dire, il y a le plus d'analphabètes? Non, ou... moins. Non, le moins, le plus élevé dans le taux de... D'alphabétisation. Exactement. OK. C'est le Yukon. Puis nous autres, on est en bas de la moyenne. Mais ça me touche pas. Moi, ça me choque même pas. Pourquoi tu grimpes dans les rideaux, les noirs de même? Comprenez mon point? Oh oui, je vous entends. Il peut avoir des vérités. Il se dit, bah, écoute, c'est ça. D'ailleurs, attendez un peu, là, Sylvain. Oui. Je vais vous rappeler un fait historique au Québec. Oui. Suite à mon passage, à Tout le monde en parle, ce n'est pas la Ligue des Noirs qui a parti le bal. C'est la Société Jean le Baptiste. Ouais. Société Blanchâtre. Ouais, ben c'est ça. S'il en est une. Ouais. Bon, alors, tout ceci étant mis... Sylvain, ouais. alors le bal n'a pas été parti par la Ligue des Noirs cette fois-ci. Ils ont entraîné, fait des pressions. Bye, mon Sylvain. Saviez-vous que... Tribune libre du vendredi, il y a des préoccupations, des choses qui vous sont personnelles. C'est le temps d'en parler vendredi. On parle à Patrick. Bonjour Patrick. Allô, bonjour Mme Janine. Oui. Bonjour M. Mailloux. Bonjour M. Patrick. Et bonjour cher peuple québécois, tous ceux qui nous écoutent. Oui. Moi j'appelle dans le fond juste pour partager une bonne nouvelle, une réconciliation avec mon corps et mon âme. Dans le fond, je me sens de plus en plus motivé et pas autant intéressé que je l'étais auparavant. Pour vous remettre dans le contexte, dans le fond, moi j'avais appelé pour des problèmes de reins. Oui. Syndrome néphrétique. Mm-hmm. Et puis on s'était quitté avec une discussion avec ma blonde et des enfants et tout. Vous m'avez dit de laisser tomber cette idée-là. Et je l'ai faite. Et puis là, je me concentre un peu plus sur ma propre personne. Mm-hmm. Je m'intéresse, comme je disais tantôt, je me sens beaucoup plus motivé à faire des choses que seulement d'être intéressé et de m'asseoir et d'en parler. Mm-hmm. J'aimerais vous donner un exemple là-dessus et peut-être avoir votre opinion. Dimanche dernier, j'ai fait quelque chose assez inusité que j'ai jamais vu été fait avant. Je suis allé aux urnes pour les votes municipaux. Oui. Et puis, au lieu de mettre mon vote, lorsque la madame m'a donné mes 2 coupons, mes 2 bulletins de vote, moi j'ai déchiré la partie en bas, ce qui doit être fait par la femme qui me donne les coupons, et je lui ai donné, et j'ai pris les bulletins et je suis parti. Oui. Donc, je n'ai pas donné mon vote à personne, et je me suis assuré que personne n'allait prendre mon vote. Comprenez? Oui, très bien. J'ai été chanceux par contre parce que c'était encore sur les bulletins à écrit. Je me demande qu'est-ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvé devant une machine électronique. Il s'est remis en question actuellement. Oups, oui.
Parce que Comment annuler son vol? Parce que vous avez annulé votre vote là, en faisant ça. Moi-même, j'ai annulé mon vote. Ça. Je n'ai pas permis aux autres d'annuler le mien. Je l'ai fait moi-même et je suis certain de ce que j'ai fait. Oui. Qu'en pensez-vous? Ben, ça vous regarde, vous avez exercé votre liberté. OK. C'est ça la démocratie. À ça, on appelle ça l'exercice de la liberté. OK. Et ça vous regarde, c'est votre décision. Parfait. C'est bon? Merci. Oui, mais juste pour finir sur la maladie, dans le fond, j'ai pas fini encore, j'ai pas arrêté de prendre les médicaments. La cortisone, je ne suis qu'à 5 mg aux 2 jours. Il a diminué considérablement depuis il y a 1 an et demi. Et puis, je me reprends en main, tranquillement, pas vite. J'ai pas recommencé à travailler encore, mais comme je vous dis, je me prends en main tranquillement, pas vite. J'arrange mes problématiques avec mon environnement avant de me porter à faire autre chose. Oui. Excellent, Patrick. Tranquillement, pas vite. Oui. Et puis... Allez, bonne chance. On parle maintenant à Mylène. Bonjour, Mylène. Oui, bonjour, Madame Ross. Bonjour, Mylène. Oui, bonjour, Monsieur Mailloux. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si on peut, si quelqu'un peut développer la maladie bipolaire après 40 ans. Oui. Oui? Oui. OK. Parce que mon conjoint prend du lithium. Je crois, il n'est pas maniaco-dépressif. En tout cas, il n'a pas été déclaré. Puis ça fait 1 an que j'étais avec lui. J'ai pas vu de up et de down là significatif. Là, je crois pas qu'il l'ait. Mais lui, il a fait un burn-out il y a une couple d'années. Je crois que c'est son médecin de famille qui lui a prescrit parce que il était inquiet de développer la maladie parce que son père s'est suicidé à l'âge de 28 ans parce qu'il était maniaco-dépressif. Vous dites que peut-être qu'après 40 ans, ça peut se développer? Tout est possible. Théoriquement, tout est possible. Okay. Maintenant, son père s'est suicidé à 28 ans. Il faudrait voir d'abord, est-ce que le diagnostic était bien porté? Quel genre de symptômes avait son père à 28 ans? Ah, ben ça, c'est des questions que j'ai pas vraiment... Ben, c'est ça, on ne le sait pas. Non, alors, il m'a juste... Vous savez, au Québec, tout ce que je peux vous dire, c'est que soyons très circonspects face au diagnostic psychiatrique au Québec. Beaucoup d'erreurs de diagnostic. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et traitement en psychiatrie, souvent, là, un peu rock'n'roll. Okay. Quand on remonte à plusieurs années en arrière, c'était pas aussi bien traité que certains cas le sont aujourd'hui. Non, pas de grosse différence, non. Non, ça n'a pas changé beaucoup depuis... Mais est-ce qu'on diagnostiquait adéquatement, il y a 30-35 ans, là, en arrière? Non, pas plus. Pas plus. C'est ça. Ben, on n'a pas amélioré du score, Pierre? Non, la rigueur diagnostique au Québec, surtout en matière de schizophrénie, fait piètrement défaut. Okay. Alors, il y a une épidémie, si on s'en fiait aux chiffres, révélés là, par le nombre de fois que des psychiatres vont porter le diagnostic de PMD, on serait probablement un petit peu gêné. Parce que la maladie schizophrénie est au moins deux fois plus fréquente que la maladie maniaco-dépressive. Et ici au Québec, je pense que la maniaco-dépression trône que c'est un peu gênant. Alors, je soupçonne beaucoup d'erreurs diagnostiques chez les psychiatres, surtout francophones. Et dans le cas que Mylène nous rapporte, est-ce qu'il y aurait une hérédité, mais on ne sait pas exactement ce que le père a eu, c'est ça, là? Oui, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a quoi comme symptôme? Est-ce que votre conjoint, là, il n'a même pas été vu par un psychiatre? Oui. Ah, et qui est parti le traitement au lithium? Je crois que c'est le médecin de famille. Le médecin de famille est parti ça? Oui, est-ce que le psychiatre... c'est utile si on en prend et on n'a pas de besoin, là, chimiquement, là, est-ce que ça peut faire quelque chose au cerveau? Je n'aime pas donner du lithium à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça c'est évident. C'est ce que Parce que très facilement, ce que j'ai remarqué dans ma pratique à date, lorsqu'on donne du lithium à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça affecte sa thyroïde assez facilement. Bon. Et dans certains cas, c'est relativement rare, je ne l'ai pas vu souvent, ça peut affecter un petit peu les reins. Et si les reins... Ouais, mais c'est la thyroïde, mais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui aurait un déséquilibre chimique au cerveau et qui prendrait du lithium, c'est bien indiqué. Est-ce que vous auriez les mêmes problèmes rénaux et thyroïdiens? C'est bizarre, hein? J'ai eu l'impression dans ma pratique à date que lorsque c'est indiqué, lorsque le diagnostic est bon, le traitement est beaucoup mieux toléré par l'organisme. Ah! En tout cas, je vous dis ça comme ça en passant. Oui. Okay. Bon, ben parfait, j'en tiens compte. Bye, Mylène. Merci, Mylène. Au revoir. Hey, je vous dis, Pierre, on en a des questions là-dessus. Hein. Tous les médicaments. Non, mais sérieux, c'est difficile de s'y retrouver. Ouais, mais Gino dit qu'il faudrait que je prenne ma retraite. Gino, je pense qu'il devrait écouter, notre Gino, il devrait écouter un peu l'émission, parce que c'est une émission de service.
Il nous a pas dit pourquoi, là. Oui, il aurait été, oui, qui nous rappelle pour nous dire là, pourquoi là, que je devrais me taire. Parce qu'on peut pas mettre quelqu'un au rencard parce que les cheveux gris ou blancs, Pierre. Ben oui, hein? Gino, bon. Là, c'est la question à se poser, c'est est-ce que Mayou est utile? Bon, première chose. Deuxièmement, dans quelle proportion est-il utile? Est-ce que Mayou est inutile? Et dans quelle proportion est-il inutile? Est-ce que Mayou est nuisible? Dans quelle proportion il est nuisible? Pierre va vous poser la même question que vous posez tout le temps. As-tu un sondage? As-tu des chiffres là-dessus? Oui, parce que faire taire quelqu'un qui est utile, c'est pas chic dans une tribu, là. Aïe, aïe, aïe. Mais je prétends pas être utile. Alors, on parle à Charles. Bonjour, Charles. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Charles. Oui, bonjour. J'appelle enfin, j'ai pris j'ai écouté à la radio l'appel de M. Paul, il m'a dérangé beaucoup. Ah oui? Oui, pour ben voyons. Ben, c'est comme moi que je vis. C'est comme... Allez-y, expliquez-moi. Là. Oui. Ben là, c'est la séparation. Oui. C'est... Bon, moi, je dis que quand c'est trop... quand ça devient trop difficile, on se sépare. OK, on s'en va au contraire de Paul qui reste dans une... Il nous décrit, ça fait 2 semaines, une situation où ils sont pris à couteau tiré. Oui. C'est agressif. Oui, moi aussi, là. Mais qu'est-ce qu'on dit, là? On coupe les ponts. Moi, je dis ça. Alors, ça dépend, Charles. Ça dépend qu'est-ce qui se passe. Ça dépend des enjeux. Ça dépend. Expliquez-vous. Oui, mais... Puis, il y a un autre monsieur qui a parlé aussi après, là, pour dire que c'était pas vrai, là. C'est très vrai, hein. C'est très difficile de vivre quand c'est... Moi, c'est comme c'est comme si moi, je pouvais pas parler ou pas dire les choses ou faut toujours faire comme l'autre dit. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, comme si moi j'ai une idée, l'autre dit non, ou dit... Enfin, mais l'autre monsieur qui disait, monsieur Paul est féminisé, est-ce qu'il est néo-nazi, lui? Pour les singes puis les noirs, là, c'est comme si on aurait dit que c'était comme si les noirs étaient des singes. Non. Ouais. Mais on parlait de Sylvain, là. Ouais. Alors, mais regardez, quel âge avez-vous, Charles? 50. Pardon? 55. Vous avez 55 ans. Oui. Puis là, avez-vous quelque chose, voulez-vous nous parler de quelque chose qui vous touche, là? Avez-vous une difficulté à... La vie. Oui. Vous avez de la difficulté avec la vie? Ben, le couple, la relation avec ma femme. Oui, concrètement. Mais M. Paul non plus veut pas tomber là, dans le voyeurisme. Vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Vous étalez la vie des gens. Ben oui, mais Charles, pourquoi vous appelez? Ben, parce que vous aimez aller dans la vie privée. Mais pourquoi vous, là, vous avez décidé d'appeler cet après-midi? Le monsieur, là, handicapé, qui se faisait monter, là, c'est pas nécessaire, c'est en onde. Ah bon, ça vous a indisposé. C'est tout ça, là, le monsieur en onde, là. Ça faisait gauler. Ben non, sa femme montait comme pendant 1 an de temps, là, c'est pas nécessaire, ça. Non? Non. Ah non? Vous pensez que ça intéresse pas le public de savoir que quelqu'un peut être en chaise roulante, être tétraplégique, puis être capable d'avoir des relations sexuelles? Est-ce que vous saviez ça? Oui, 1 an de temps, puis la femme monte, puis pendant 1 an de temps, puis... Oui. C'est pas besoin, ça. Vous n'avez pas besoin? Ben, il y a peut-être que ça en a que ça peut intéresser. Au sens où ça pourrait redonner espoir à des gens qui ont des handicaps. Oui, il y a des personnes handicapées qui peuvent avoir, au moins, c'est utiliser un handicap à une bonne fin, une fin agréable. Vous, ça vous impressionne pas, ça? Oui, mais il vous manque-tu un morceau en quelque part, vous? Si vous aviez une petite compensation pour le morceau qui vous manque, ça vous ferait-tu sourire? Qu'est-ce que vous voulez dire, le morceau qui manque? Charles, allez, bonsoir, Charles. Allez réfléchir. 55 ans, là. Vous l'avez pas trop. Dans le cas de Sylvain. Mal tombé. Dans le cas de Sylvain, c'était Sylvain, Pierre? Mais ses jambes, là, vous faites référence à ses jambes, il n'avait plus ses jambes. Non, Jean, dans le cas de Jean. Oui, il était tétraplégique, dans chaise roulante. Et il peut pas... Vois-tu, c'est qu'il y a des relais qui sont coupés. Oui. Mais avec stimulation locale des organes génitaux, il peut maintenir une belle érection et avoir une relation sexuelle très agréable avec sa compagne. Alors, ça peut permettre... Hey, Charlot, les Charlots de ce monde, là, faut-tu vous décortiquer toutes comme si on était à la garderie? Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice,
Janine Ross. Alors, on va immédiatement au propos de Camille. Bonjour Camille. Bonsoir Madame Ross, bonsoir Dr Mario. Oui, bonjour Camille. Je vous écoute tout le temps, mais c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de vous parler. Bienvenue en ville. Alors, pour répondre à votre question, vous êtes utile. Pardon? Pour répondre à votre question, vous êtes utile. Oui, on a beaucoup de support à cet effet-là. Première répondante au sondage. Moi, ce que je voulais dire, j'ai ma fille, mais c'est ma dernière fille. Oui. Depuis qu'elle était toute jeune, c'est-à-dire elle est née bègue, et moi j'étais bègue, ma mère est bègue, elle a la misère à parler. Alors dans ce cas-là, elle a la misère pour faire des amis à l'école et dans l'entourage aussi. Oui. Alors quand elle est toute jeune, elle joue toujours avec une paille. Comme si n'importe branche bois ou bien une paille, elle rentre dans sa chambre, elle ferme la porte, elle joue avec la paille, elle parle avec comme si c'était un ami. Et puis elle a duré ça depuis longtemps, depuis longtemps. Bon, à un moment donné, elle est mariée, elle a pris une profession, elle travaille et elle a un enfant maintenant. Elle a divorcé, séparé, mais elle a toujours dépressif. Quand elle est sortie de l'école, elle ferme la porte, elle a pleuré. Et maintenant, même si elle est mariée, elle a continué toujours pleurer dans sa chambre. Alors, elle était tellement dépressive, elle était allée dans CLSC, elle était dans l'hôpital Charlemagne, il a vu un médecin, on lui prescrit, je ne m'en souviens pas des choses qu'on a prescrit, c'est quelque chose contre la dépression. Mais elle me disait qu'elle était allée voir son médecin de famille et elle a demandé à son médecin de famille d'augmenter la dose parce qu'elle a encore un peu dépressif. Et elle a pleuré presque sans raison. Parfois dans sa chambre, je ne sais pas qu'est-ce que... Depuis qu'elle prend ses médicaments? Pendant qu'elle a pris son médicament, elle a toujours pleuré sans raison. Mais avant, elle a pleuré aussi. Donc, avec même avec son médicament, elle disait qu'elle a encore pleuré dans sa chambre. Oui. Alors, elle était allée trouver son médecin de famille pour demander d'augmenter un peu la dose. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, mais je te dis le début pourquoi elle était comme ça. Elle avait la misère pour faire des amis à l'école, dans le voisinage, parce qu'elle a bégayé. Elle a la misère. Est-ce qu'elle bégaye encore? Oui. Parce que vous avez mentionné que vous étiez bègue. Oui. Jeune, mais vous ne bégayez pas. Non, parce que depuis je suis rentrée ici, j'ai perdu mon bégayement. Parce que quand j'étais mal, je vais te dire que je suis une haïtienne. Oui. Alors dans mon pays, quelqu'un qui bègue là, on a tellement ironisé, on a l'impression, on bègue plus parce qu'on devient nerveuse. Alors moi, j'étais convertie et protestante, dans rendre témoignage, chanter, et puis lentement, et puis je suis entrée dans moi-même. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mais j'étais bégayée. Et puis, le bégayement est parti. À quel âge que le bégaiement est parti? Dans 35-40 ans. Quand vous êtes sorti de votre milieu. Oui. 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 Donc, c'était salutaire. Et ça peut être une vous êtes en train de nous dire qu'à Haïti, on se moque beaucoup de ceux qui bégaient? Oui. Oui. Et que surtout, quand on rentrait dans un magasin pour acheter quelque chose, parce que moi, même pour demander quelque chose, là, j'ai de la misère. Et puis la personne, les maîtres des magasins, mettent à m'ironiser, à me charrer de choses, de faire pareil. Alors moi, ça me tombe sous les nerfs. Parfois, je ne suis pas capable d'entrer dans moi-même. Mais quand je suis convertie protestante, alors parce que j'aime chanter, j'ai fait partie d'une chorale, j'ai chanté, prié, rendre témoignage. Est-ce que vous saviez que tous les bègues que j'ai connus ne bégayent pas lorsqu'ils chantent? Oui! Eh bien, ma fille, elle chante maintenant, là. Camille, c'est à se demander si le chant n'est pas un traitement contre le bégaiement. Oui,
Oui, moi, je peux dire, parce que quand j'étais convertie, j'ai fait partie d'une chorale ici aussi. Je chantais dans l'église, dans chant populaire, comme Vivez Voir, j'étais là-dedans. Alors, mon gaiement est parti. Mais quand je suis nerveux, je bègue encore. Un peu, oui, mais c'est le chant, j'ai l'impression, je me demande si le chant n'est pas un élément qui peut améliorer sensiblement le bégaiement. Est-ce que ça a déjà été proposé, Pierre, comme une thérapie tout à fait naturelle? Écoute, je ne sais pas si c'est utilisé dans les cas de bégaiement, mais moi je peux te dire que tous ceux que j'ai rencontrés qui bégayaient ne bégayaient jamais lorsqu'ils chantaient. Ce serait peut-être pas un miracle pour Camille. Non, c'est peut-être pas un miracle, c'est peut-être... Ça a correspondu au moment où elle s'est convertie. Et il y a différents... Lorsque vous êtes fatigué ou stressé, tous les troubles neurologiques augmentent. Oui, c'est ça. Mais le chant, si vous avez amélioré notablement votre bégaiement, c'est fort probablement à cause du chant. Oui. Ouais. Oui. Et encouragez votre fille à chanter aussi. OK? Bye. Merci. Hey, Pierre, vous me rappelez quelque chose, j'ai déjà entendu ça. Tout à coup. Hey, bonne fin de semaine à tous. Merci, Jean. Bye bye.